Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Les âmes mortes de Nicolas Gogol. C'est notre premier live sur cette œuvre. Si vous voulez avoir le détail de la lecture, de ce qui va se passer, de ce qu'on va lire aujourd'hui, et que vous me regardez en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à checker la barre de lecture de la vidéo, ainsi que la description de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction et de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture, sachant que ce soir j'ai estimé que nous lirons le chapitre 1 et 2 de la première partie. Donc voilà, vous pourrez directement en un clic vous retrouver au chapitre 1, au chapitre 2, passer tout ce qui vous ennuie, et puis même vous servir de ça comme marque-page, pourquoi pas. Comme ça vous vous dites, ah ouais, le chapitre 1 je l'ai déjà écouté, je peux passer direct au chapitre 2. Pas con, pas con. Bref, de la même manière, si vous me suivez sur YouTube, vous retrouverez au fur et à mesure des jours, des semaines passant, les épisodes suivants qui vont s'ajouter à la playlist que je vais créer expressément pour cette série. Donc il vous suffira d'aller dans l'onglet playlist de ma chaîne YouTube et de chercher la playlist Et si on lisait les âmes mortes, tout simplement. Voili voilou. Comme je le disais à l'instant, en fait je le disais avant la rediffusion que vous pouvez avoir sur YouTube, je l'ai coupé pour la rediffusion. Mais comme j'étais en train de le dire, j'ai un petit problème technique qui a l'air de s'annoncer, qui a l'air de s'imposer. Et je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas comment c'est apparu. J'ai l'impression que mon micro perçoit un son même quand je ne parle pas, chose qu'il ne fait pas habituellement. Donc du coup, je ne sais pas si c'est un souffle, je ne sais pas si c'est un grésillement, je ne sais pas si c'est un mauvais contact, je ne sais pas si c'est tellement fin, tellement minime que c'est inaudible, parce que bon, on est sur des sons qui vont entre moins 55 et moins 60 décibels, donc c'est vraiment très très bas. Je vais me taire 3 secondes pour voir si le problème persiste. Ok, ça a l'air d'avoir passé. J'espère que tout va bien. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que avec ce petit problème technique qui me fait un petit peu peur, parce que forcément vous comprenez que j'ai pas envie de faire des lectures d'une heure et demie qui seraient de mauvaise qualité et qui me forceraient à reprendre. Eh bien, si vraiment ça s'avérait être un problème, n'hésitez pas à me le signaler. Même à la rediffusion, si moi je m'en étais pas rendu compte, par exemple, que ce soit vraiment problématique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Au pire du pire des cas, on reprendra la lecture à zéro, même si ça m'embêterait un petit peu, il y aurait moins la sensation de découverte avec vous, mais bon. Si vraiment la qualité est inaudible, pas agréable à écouter, je referai la lecture s'il le faut. Et du coup, bonsoir Grachours, bienvenue sur le live, et merci pour ton retour, ça me fait très plaisir, parce que je t'avoue que je suis assez en stress là-dessus. Et du coup, tu dis tellement minime que ça ne dérange pas, j'ai l'impression, mais tu le perçois malgré tout? Tu perçois quand même qu'il y a un défaut de son? Parce que je dis qu'il y en a un, mais en fait je sais pas s'il y en a un, c'est juste que j'ai une jauge qui me dit qu'il y a du son qui est perçu ou émis, et c'est étrange parce que d'habitude, cette jauge est à zéro lorsque je me tais comme maintenant. Mais là, elle revient à zéro. Donc a priori, le problème est passé, ou bien c'est un problème qui va et vient, je sais pas trop. Bref, en tout cas, merci pour ton retour, ça va me tranquilliser un petit peu, me sécuriser un petit peu. Du coup, une fois n'est pas coutume, c'est la deuxième lecture, enfin c'est la deuxième lecture, c'est une lecture différente que je vous propose ce vendredi par rapport à mardi. En général, je n'enchaîne pas deux lectures, je préfère sauter un live pour pouvoir un petit peu me reposer et surtout un petit peu me faire un nouveau mindset, me remettre le cerveau à zéro, me faire un reset mental et me dire ok, l'histoire d'avant, les personnages d'avant, je les mets de côté, on passe à quelque chose de nouveau. J'ai décidé exceptionnellement de ne pas faire ça. Cette fois-ci, désolé, j'ai un appel, hop, je le refuse. Donc j'ai décidé exceptionnellement de ne pas faire ça cette fois-ci. Tout simplement, parce que la lecture du Grillon du foyer n'était pas prévue à la base. Donc l'œuvre de Charles Dickens que je viens de vous lire pendant une semaine et demie, elle n'était pas prévue à la base, donc c'était un peu un bonus.
Et puis, ben, je me voyais mal après 3 lives, étant donné que l'œuvre était assez courte, bah, sauter un live. Donc on enchaîne directement avec Les âmes mortes de Nicolas Gogol. Œuvre qui risque de nous prendre quelques semaines parce que pour le coup on est sur un plus gros bébé, vous le voyez tout de suite, hein. On est sur quelque chose d'assez gros, même si je suis encore assez partagé sur ce que je vais faire exactement, parce que Les âmes mortes est une œuvre qui n'a pas été achevée, si j'ai bien suivi ce que j'ai vu sur internet. Grosso modo, il y a 250 pages du premier livre, de la première partie, qui ont été publiées, etc. Et voilà, tout est bon, tout est fignolé. Et ensuite, on a un avis au lecteur et une deuxième partie avec des fragments, a priori. Et ces fragments auraient été publiés à titre posthume. Donc, une fois que l'auteur avait passé l'arme à gauche. Et du coup, voilà, je vous avoue que sur les œuvres inachevées, je suis pas. J'essaie de ne pas en faire en live en fait, parce que c'est un peu problématique aussi de savoir comment la prendre. Je l'ai déjà fait par exemple avec Kafka. Je crois que c'est à peu près le seul cas qui s'est présenté jusqu'à présent. En tout cas, je l'avais déjà fait à une époque. Et là, sur cette lecture, de nouveau, je me pose la question de comment je vais opérer les choses. Je pense qu'on va se jeter dans la première partie, qu'on va lire toute la première partie sans se poser de questions, et ensuite, peut-être avec vous, si de manière collégiale, on est tous d'accord pour continuer et lire des fragments, on le fera, sachant que les fragments font quand même aussi 200 pages, et ont l'air assez mis en forme déjà, donc ça pourrait être intéressant, je pense, même si j'ai vu par exemple sur Wikipédia que, grosso modo, tout le monde s'accordait à dire que les fragments publiés à titre posthume étaient de bien moins bonne qualité que la première partie. Donc voilà, du coup, je me tâte. Est-ce que ça serait faire honneur à l'auteur ou non? Est-ce que ça serait de toute manière intéressant ou non? On peut en discuter. La discussion est ouverte. Si vous voulez m'en parler, n'hésitez pas, que ce soit sur le chat Twitch ou sur les commentaires YouTube. Je suis ouvert à vos demandes, je suis ouvert à vos avis. Euh, Personnellement, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse tout. Je pense qu'il y a moyen qu'on fasse tout, mais on verra bien. En tout cas, l'œuvre étant assez conséquente, nous allons certainement avoir plusieurs semaines devant nous de lecture, puisque à raison de 2 lectures par semaine, le mardi et le vendredi à 21h, eh bien, je pense qu'il va nous falloir facilement un mois. Facilement un mois. C'est une problématique que je rencontre de plus en plus sur les lectures, c'est d'avoir des bouquins vachement longs. Et bah, du coup, on est toujours parti pour une longue période. Mais bon, après, j'essaie de ne pas regarder au nombre de pages. Je me dis, l'important, c'est la qualité de l'œuvre. Bonsoir, Lalouche, bienvenue sur le live. J'espère que tu vas bien. Bienvenue parmi nous. Et du coup, merci, Grachours, pour ton retour. En effet, je peux lire sereinement. Ça m'apaise vraiment d'avoir vos retours, surtout sur des côtés techniques comme ça. Parce que bah, c'est difficile de me monitorer tout seul sur ces points-là. Sinon, concernant les âmes mortes de Gogol, qu'est-ce que j'aurais également encore à vous dire? Oui, petite anecdote assez drôlatique qui m'est arrivée tout à l'heure. Vous voyez peut-être que je n'ai pas mis le nom de l'auteur dans le titre du live Twitch. Je ne sais pas ce que je pourrais ou non faire sur YouTube, mais sachez que le nom de l'auteur a été censuré. Je pouvais juste pas le mettre dans le titre. Donc bon, c'est un peu bête. Ça serait intéressant d'apprendre aux robots à faire la différence entre un nom propre et une insulte, par exemple. Mais c'est pas grave. On va faire comme on peut. On va faire comme on peut. Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Oui, la littérature russe. Pourquoi j'y reviens? Parce que j'en ai pas lu beaucoup. Et j'ai du mal à savoir quel est mon avis exactement sur cette littérature. J'ai lu Dostoïevski avec Crime et Châtiment, je l'ai lu avec vous en live. C'est l'un de mes romans favoris, je pense. Je l'ai vraiment adoré. À côté de ça, il y a une espèce d'aura de la littérature russe qui impose un petit peu et qui me fait un peu peur. Je pense que c'est à cause des thèmes qui sont abordés. Je pense que j'ai l'image comme ça, alors je ne sais pas si ce sont des a priori ou si c'est exact, mais j'ai l'image qu'on parle souvent de guerre, qu'on parle souvent de misère, et c'est des sujets avec lesquels je peux avoir du mal selon comment ils vont être appréhendés. Donc voilà, ça fait que j'ai des petits a priori.
et que j'ai l'impression que c'est pas une littérature qui va beaucoup me parler. Mais en même temps, j'aime pas rester sur des a priori et j'aime bien justement rester curieux et essayer de diversifier mes expériences, essayer de voir si je me suis pas trompé en prenant des biais un petit peu autres. Donc du coup, je me suis dit, on va pas faire les grands classiques hyper connus de la littérature russe, genre, c'est comment déjà, Karénine. Mince, je me rappelle plus du prénom. Bah vous voyez quoi, Nana Karenine ou Guerre épée ou voilà ces romans-là. Je me suis dit on va peut-être essayer de prendre un petit chemin de traverse comme j'aime bien faire souvent quand j'essaie de m'attaquer à quelque chose sur lequel j'ai un peu plus d'a priori. Donc voilà, ça sera les âmes mortes. Euh, Peut-être dois-je vous le préciser parce que j'ai l'impression que c'est précisé partout quand on se renseigne sur ce roman. Donc je pense que ça pourrait peut-être vous aider à la compréhension de l'œuvre. Les âmes mortes fait référence à quelque chose de très précis dans la société russe de l'époque, sachant que l'œuvre a été publiée en 1842, il me semble. À savoir qu'à l'époque, il y avait donc une sorte d'esclavagisme avec des serfs, donc S-E-R-F. Et les serfs. Alors attendez, je vais vous lire la quatrième de couverture, ce sera plus simple. Donc voilà, à l'époque, les propriétaires terriens doivent payer un impôt sur leurs serfs, y compris sur ceux qui sont morts durant les 5 dernières années. Donc du coup, ces serfs morts, mais qui coûtent quand même de l'argent à leurs propriétaires, on les appelait des âmes mortes. Et du coup, c'est d'ailleurs Pouchkine, j'ai vu ça, c'est Pouchkine, donc un autre auteur, qui a inspiré ce thème et ce roman à Gogol. Et c'est marrant parce qu'apparemment, Nicolas Gogol était complètement fan de Pouchkine. Et ouais, apparemment, il était un peu en mode je lui dois tout, etc. Donc c'est marrant. Sachant que j'ai déjà lu du Pouchkine et que j'ai pas énormément apprécié, pour être tout à fait franc. J'ai lu La fille du capitaine, j'ai pas trouvé ça dingue. Mais bon, on va voir. Peut-être que ça va bien se passer quand même. Et du coup, voilà, il lui a proposé ce thème des âmes mortes. Et Nicolas Gogol en a tiré une œuvre avec l'utilisation donc de ces fameux cerfs morts qui coûtent quand même de l'argent à leurs propriétaires, ces âmes mortes. Et je pense que si j'entre plus dans le détail, en fait, je vous spoil l'histoire, donc je ne vais pas le faire. Je pense qu'avec ces infos-là, vous avez suffisamment pour vous plonger avec moi dans l'œuvre. Je l'espère parce que ce serait un petit peu triste qu'il faille connaître par cœur le fonctionnement de la société russe des années 1840 pour comprendre l'œuvre. Euh, on va croiser les doigts pour que ça soit pas le cas. Bien, j'ai beaucoup discutaillé sur cette intro, mais il y avait pas mal de choses à voir. Donc merci de votre patience. Et merci également à Encre Sympathique d'avoir follow la chaîne pendant que j'étais en off. J'adore ton pseudo, ça m'a fait trop rire quand je l'ai vu. Je vous souhaite de passer un agréable moment en ma compagnie. Santé à tous les amis. Et je vous propose une lecture de 2 chapitres qui devrait être un petit peu plus courte peut-être que celle que j'ai fait précédemment, mais on va s'y mettre doucement. C'est pas la durée de la lecture qui compte, c'est c'est la lecture en elle-même. Donc on va s'y mettre doucement, on va lire 2 chapitres, on va prendre le temps d'apprécier ces 2 chapitres, d'entrer doucement dans cet univers. Et on va voir si on arrive à être conquis ou non. En tout cas, je te souhaite une bonne écoute, Grachours, une bonne écoute, Lalouche, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat sur Twitch et à ceux qui me regarderaient en rediffusion sur YouTube. On se lance. Oh, j'ai pas changé ça. Alors là, je suis désolé. Je suis sincèrement désolé. C'est le genre de choses que je n'oublie jamais habituellement. Mais là, je sais pourquoi je l'ai oublié. Je l'ai oublié tout simplement parce que je n'ai pas fait ma pause entre 2 lives et que d'habitude je le fais. Oh non, je suis dégoûté. Je suis trop dégoûté. Attendez, il y a moyen que je le fasse rapidement. Il y a moyen que je le fasse rapidement. On va changer tout de suite cette erreur. Ça m'étonne beaucoup que j'ai pas pensé à faire ça. Oh, je suis triste. What? Attendez.
Je comprends pas ce qui est en train de m'arriver. Pourquoi je peux pas le télécharger? Alors, attendez. Je manque à tous mes devoirs, décidément. C'est quelque chose que je fais tout le temps d'habitude, et là, j'ai juste pas pensé. Vous savez, moi, je suis bien peu de choses, hein. Dès qu'on me change mes habitudes, c'est foutu, hein. Est-ce que ça veut bien se télécharger? Non. Tiens donc. Qu'est pas ça? Hein. J'ai un problème, j'arrive pas à télécharger la couverture de l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Non, ce truc-là, je veux pas que ça soit là, je veux le supprimer. Oh là là, que de problèmes techniques aujourd'hui, que de problèmes techniques, ça n'arrive jamais. Vous me voyez très confus. Mais pourquoi ça le télécharge pas? C'est quoi le bordel? Quel est le fuc? Quel est l'énorme fuc? J'ai envie de tout casser. Mais télécharge-moi ça. Mais quoi? What? Il se passe un truc de la magie noire là? Je ne saisis pas. Je ne saisis pas du tout ce qui est en train d'arriver. Hmm, je suis très embêté là. En plus là je fais des choses bah, que je peux pas vous streamer parce que je fais des recherches sur internet et tout. Genre l'intérêt est pauvre. Ah ah. Heureusement que les timecodes existent, hein, je vous le rappelle. Les timecodes dans la description de la vidéo et dans la barre de lecture de la vidéo si jamais vous n'avez pas la patience de m'attendre. Ce que je comprendrais tout à fait pour le coup. Mais quoi? Non mais attendez, il y a vraiment un problème là, je ne comprends rien. Euh, Est-ce que c'est le fait que j'ai OBS d'ouvert? Est-ce que c'est le fait que je sois déjà en live qui pose problème? Parce que je n'arrive juste pas à faire des choses basiques, genre j'arrive pas à enregistrer une image, j'arrive pas à ouvrir un onglet. C'est super étrange. C'est super bizarre. Ça marche quand même. Bon, ça a l'air de fonctionner, attendez. Je suis désolé, à la limite, j'ai envie de dire c'est pas grave, mais en même temps, j'ai pas envie de garder la couverture du grillon du foyer pendant la lecture des âmes mortes. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait aucun sens. POV, moi qui n'y connais rien. Ah, désolé, bienvenue sur le live OCM63. Je ne sais pas comment prononcer ton pseudo, n'hésite pas à me guider là-dessus. Ok, c'est bon. J'ai réussi à récupérer l'image. Ah, voilà. Il ne nous reste plus qu'à la dimensionner comme il se doit. Et on sera tout content. J'essaie de faire ça bien, même si je me presse un petit peu. Et se presser, c'est pas bien. Tikatukitu. Ah, l'image, comme tu dis. Comme tu dis. Est-ce que c'est centré? Ça m'a l'air pas mal centré. Ok, on est bon. On est bon. L'image n'est pas de qualité folle, j'ai l'impression. J'essaierai peut-être... Attendez. Tiens donc, pourquoi je ne l'ai pas dans mes fichiers? Oh là 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 là, ça me fait super peur. J'ai l'impression que mon PC est en pleine déconnade. Et vu qu'il est tout neuf, bah j'ai pas envie que ça arrive. Bon, on va dire que c'est bon. Je pense que vous n'avez pas l'image dans une
qualité incroyable, mais on va dire que ça suffira. Et puis au pire, pour le live prochain, j'essaierai de régler ça si j'en ai les moyens. On est bon, vraiment désolé pour tous ces problèmes techniques de début de live. Ça n'a jamais été aussi chaotique, je pense. Je fais comme je peux, désolé. Merci parce que tu as sauvé mon bac de français. Bah de rien, et de rien, ça me fait plaisir d'avoir pu t'aider. Et puis, bah de toute façon, c'est toi qui as fait le travail, hein. C'est toi qui as fait le travail. Moi, je t'ai fait la lecture, mais c'est toi qui as travaillé, donc félicitations à toi. Allez, on est y part. Pour de bon cette fois-ci. Encore désolé. Je vous souhaite pour de bon une bonne écoute, que vous me regardiez en live Twitch ou en rediffusion sur YouTube. Et je vous dis à tout à l'heure pour la première pause de ce soir. Les aventures de Tchitchikov ou Les âmes mortes, poème. Écrit par Nicolas Gogol. Première partie. La porte cochère d'une hôtellerie de chef-lieu livra passage à une assez jolie petite calèche à ressort. Une de ces britchkas dont usent les célibataires, commandants et capitaines en retraite, propriétaires d'une centaine d'âmes, bref, tout genre de moyenne noblesse. La calèche était occupée par un monsieur, ni beau ni laid, ni gras ni maigre, ni jeune ni vieux. Son arrivée en ville passa inaperçue. Seuls deux hommes du peuple, qui se tenaient à la porte d'un cabaret en face de l'hôtellerie, échangèrent quelques remarques concernant plutôt l'équipage que le voyageur. Regarde-moi ces trous, dit l'un. En cas de besoin, ira-t-elle jusqu'à Moscou? Que oui, répondit l'autre. Mais jusqu'à Kazan, elle ne tiendrait sans doute pas. Pour ça, non, fut la réponse. La conversation en resta là. Puis, aux abords de l'hôtel, la britchka croisa un jeune homme en pantalon de basin blanc, court, collant, en frac qui visait à la mode et laissait voir un plastron assujetti par une épingle en bronze de Toula figurant un pistolet. Le jeune homme se retourna, considéra la voiture, retint sa casquette qui menaçait de s'envoler, et poursuivit son chemin. Arrivé dans la cour, le monsieur fut accueilli par un garçon si vif, si remuant, qu'on avait peine à distinguer ses traits. Il accourut, la serviette à la main, affublé d'un long surtout de futaine qui lui remontait sur la nuque, secoua sa crinière, et conduisit le monsieur au premier étage par la galdarie de bois, pour montrer le logis que lui destinait la Providence. Ce logis était banal, comme l'auberge elle-même, semblable à toutes les hôtelleries de chef-lieu, où, pour 2 roubles par jour, les voyageurs jouissent d'une chambre tranquille. Des cafards gros comme des pruneaux s'y montrent à tous les coins. Une porte toujours condamnée par une commode ouvre sur la pièce contiguë, qu'occupe un locataire paisible, taciturne, mais curieux, avide de connaître tout ce qui se passe chez le voisin. La longue façade de l'hôtellerie répondait à l'intérieur. Le premier était peint en jaune, suivant l'immuable coutume. Le rez-de-chaussée, non crépi, exhibait des briques d'un rouge sombre, dont les intempéries avaient aggravé la saleté originelle. Des boutiques de bourreliers, cordiers, boulangers l'occupaient. Celle d'angle donnait asile à un vendeur de sbitten, possesseur d'un samovar en cuivre rouge et d'une trogne si rubiconde que, de loin, n'eût été sa barbe de jet, on l'aurait pris aussi pour un samovar. Tandis que le voyageur examinait la chambre, on apporta ses bagages. D'abord un porte-manteau en peau blanche qui n'en était certes pas à son premier voyage. Il fut monté par le cocher Séliphane, petit homme en touloupe écourtée, et par le valet Petrouchka, garçon d'une trentaine d'années, affublé d'une ample redingote héritée de son maître, d'aspect un peu farouche, au gros nez, aux lèvres charnues. Vinrent ensuite une cassette en acajou marquetée de bouleaux de Carélie, des embouchoirs de bottes et enfin un poulet rôti enveloppé dans du papier bleu. Après quoi, le cocher Séliphane alla soigner ses chevaux à l'écurie, tandis que le valet Petrouchka s'installait dans l'antichambre exiguë, réduite obscure où il avait déjà laissé son manteau ainsi qu'une odeur sui generis. Il y apportait maintenant un sac contenant ses frusques et imprégnés de la même odeur. Dans ce taudis, il dressa le long du mur un lit étroit, sur lequel il étendit une sorte de paillasse, plate et graisseuse comme une crêpe, que ses instances avaient réussi à arracher au patron de l'hôtellerie. Pendant que les domestiques se démenaient, le maître se rendit à la salle commune, familière à tout voyageur.
Les mêmes murs peints à l'huile, noircis en haut par la fumée, encrassés en bas par les dos des clients de passage, et surtout des marchands du cru qui viennent, à 6 ou 7, prendre le thé les jours de marché. Le même plafond enfumé, le même lustre dont les pendeloques teintent chaque fois que le garçon court sur la toile cirée usée, en brandissant un plateau où les tasses se pressent comme les oiseaux au bord de la mer. Les mêmes tableaux à l'huile occupant toute la longueur de la paroi. Bref, ce qu'on voit partout. La seule particularité était une nymphe à la poitrine d'une invraisemblable opulence. Ce caprice de la nature se retrouve d'ailleurs dans certains tableaux d'histoire, apportés en Russie on ne sait quand ni par qui, parfois par nos grands seigneurs amateurs d'art qui les auront achetés en Italie sur le conseil de leur guide. Le monsieur ôta sa casquette et défit son cache-nez en laine multicolore. Un de ces cache-nez que les femmes tricotent elles-mêmes et offrent à leurs maris avec de sages recommandations sur la manière de le mettre. N'en ayant jamais porté, j'ignore qui prend ce soin pour les célibataires. Ensuite, le voyageur se fit apporter à dîner. On déposa devant lui l'habituel menu des auberges. Une soupe aux choux accompagnée d'un pâté feuilleté conservé à dessein pendant plusieurs semaines, de la cervelle aux petits pois, des saucisses à la choucroute, une poularde rôtie, un concombre salé, et le sempiternel gâteau feuilleté bon à tous les usages. Tandis qu'on lui servait ses mets froids au réchauffé, il interrogeait le garçon sur toutes sortes de futilités. Combien rapportait l'hôtellerie? À qui appartenait-elle auparavant? Est-il un grand fripon? À cette dernière question, le garçon fit la réponse d'usage. Oh, oui, monsieur, c'est un franc coquin. La Russie décidément se civilise. Tout comme l'Europe, elle pullule de gens fort respectables, qui ne peuvent prendre leur repas à l'auberge sans engager conversation et plaisanter avec le garçon. Au reste, le voyageur ne posait pas que des questions oiseuses. Il s'enquit avec une précision méticuleuse des noms du gouverneur, du président du tribunal, du procureur, de tous les hauts fonctionnaires. Il demanda des détails encore plus circonstanciés sur les propriétaires fonciers des alentours. Combien d'âmes ils possédaient, à quelle distance de la ville ils habitaient, s'ils y venaient souvent, quelle était leur humeur. Il s'informa attentivement de l'état de la contrée. N'y avait-il point sévi quelque épidémie, fièvre pernicieuse, variole ou autre maladie de ce genre? Tous ces renseignements étaient demandés avec une insistance qui décelait plus que de la curiosité. Ce monsieur avait des manières dégagées. Il se mouchait avec bruit. Je ne sais comment il s'y prenait, mais son nez résonnait comme une trompette. Cette modeste particularité lui valut la considération du garçon qui, à chaque éternuement, secouait sa tignasse, prenait une attitude plus respectueuse, inclinait la tête, s'enquérait. « Monsieur désire ?» Après le dîner, le voyageur prit une tasse de café et s'affala sur le canapé, le dos appuyé à un coussin rembourré, en guise de crin élastique, d'une matière rappelant la brique ou les pavés, suivant la mode des auberges russes. Il se prit bientôt à bâiller et se fit conduire dans sa chambre, où il dormit de bonnes heures. Une fois reposé, il inscrivit sur un chiffon de papier ses noms, prénoms et grades, à la demande du garçon, soucieux de les communiquer à qui de droit. En descendant l'escalier, celui-ci épela l'inscription Pavel Ivanovitch Tchitchikov, conseiller de collège, propriétaire foncier, voyageant pour ses affaires. Il n'avait pas fini de déchiffrer le billet que déjà Pavel Ivanovitch Tchitchikov en personne visitait la ville, qui parut lui plaire, car il ne la trouva pas inférieure aux autres chefs-lieux. La couleur jaune des maisons de pierre frappait la vue, tranchée sur la modeste couleur grise des maisons de bois. Les maisons consistaient en un rez-de-chaussée surmonté parfois d'un étage ou même un demi-étage, l'éternelle mezzanine, chère aux architectes de province. Par endroits, ces maisons semblaient perdues entre une rue large comme un champ et une interminable palissade. Par endroits, elles se pressaient les unes contre les autres, et l'on constatait alors plus de mouvement, plus d'animation. On apercevait de ci de là, presque effacées par la pluie, des enseignes représentant des craquelins, des bottes. Un pantalon bleu désignait la boutique d'un certain tailleur d'Arsovie. Des casquettes, le magasin de Vassili Viodorov, étranger. Plus loin, un billard, autour duquel deux joueurs affublés de fracs semblables à ceux des invités au 5e acte de nos pièces, visaient les bras légèrement rejetés en arrière, tandis que les jambes écartées achevaient un entrechat. Ce tableau,
Porté pour légende, c'est ici l'établissement. Ici, des tables dressées en pleine rue supportaient des noix, du savon, des pains d'épices pareils à des savonnettes. Là, une fourchette piquée dans le dos d'un énorme poisson annonçait une gargote. On rencontrait surtout des aigles bicéphales noircis, ornement aujourd'hui remplacé par la laconique inscription « débit de boisson ». Partout le pavé était mauvais. Le voyageur jeta un regard au jardin public, bouquet d'arbres grêles malvenus, étayés par des supports d'une belle couleur verte en forme de triangle. Ces arbustes n'étaient guère plus hauts que des roseaux. Cependant, les journaux avaient décrit en ces termes l'inauguration du square. La sollicitude de notre édile vient de doter la ville d'un jardin riche en arbres touffus, dont l'ombre et la fraîcheur seront fort appréciées pendant la canicule. Un attendrissement vous prenait à voir les cœurs de nos concitoyens tressaillir de reconnaissance, et leurs yeux verser des torrents de larmes en signe de gratitude envers monsieur le gradonatchalnik. Après s'être informé auprès d'un garde de ville du chemin le plus direct pour se rendre à l'église, au tribunal, chez le gouverneur, le voyageur s'en alla considérer la rivière qui coulait au beau milieu de la ville. En chemin, il arracha une affiche clouée à une colonne et l'emporta pour la lire chez lui commodément. Il dévisagea une dame assez jolie qui passait sur le trottoir de bois, suivie d'un groom en livrée militaire, un paquet à la main. Après un dernier coup d'œil d'ensemble pour bien se rappeler la disposition des lieux, il regagna tout droit son logis, dont il grimpa l'escalier avec l'aide du garçon. Il prit du thé, se fit apporter une bougie, retira l'affiche de sa poche, l'approcha de la lumière, et en commença la lecture en fermant à demi l'œil droit. Ce placard ne contenait d'ailleurs rien de bien intéressant. On y annonçait un drame de M. Kotzebue, dans lequel M. Popliovine tenait le rôle de Rolla et Mademoiselle Ziablov celui de Cora. Les autres acteurs étaient encore moins connus. Il lut pourtant leurs noms, arriva au prix des places, remarqua même que l'affiche provenait de l'imprimerie officielle. Alors il la retourna, examina le verso, mais n'y ayant rien découvert, se frotta les yeux, replia le papier, et l'enferma dans le coffret où il avait accoutumé de déposer tout ce qui lui tombait sous la main. Il termina, je crois, sa journée par une portion de veau froid arrosée d'une bouteille de kvass mousseux, et s'endormit en tonitruant du nez, ainsi qu'on dit en certaines parties du vaste empire russe. Le lendemain fut entièrement consacré aux visites. Le voyageur en rendit à toutes les autorités. Il présenta d'abord ses respects au gouverneur, lequel se trouva n'être, de même que Tchitchikov, ni gros ni maigre. Il portait la croix de Sainte-Anne en sautoir et était même, disait-on, proposé pour le grand cordon. Au demeurant, un brave homme qui, à ces heures, ne dédaignait pas de broder sur tulle. Puis, il alla chez le vice-gouverneur, le procureur, le président du tribunal, le maître de police, le fermier des eaux-de-vie, le directeur des manufactures de l'État, etc. Il est malheureusement difficile de se rappeler tous les puissants de ce monde. Disons seulement que Tchitchikov ne négligea personne, présenta même ses hommages à l'inspecteur du service de santé ainsi qu'à l'architecte provincial, et demeura longtemps pensif dans sa calèche, cherchant en vain quel fonctionnaire il pourrait bien encore aller voir. En s'entretenant avec ces détenteurs du pouvoir, il sut habilement flatter chacun d'eux. Au gouverneur, il laissa entendre qu'en pénétrant dans sa province, on croyait entrer au paradis, les chemins y étant doux comme velours, et que les ministres qui nommaient d'aussi sages magistrats méritaient de grands éloges. Au maître de police, il insinua quelques paroles louangeuses sur la bonne tenue des gardes de ville. Se trompant à dessein, il donna 2 fois de l'excellence au vice-gouverneur et au président du tribunal. Ces simples conseillers d'État se montrèrent extrêmement flattés. Aussi le gouverneur l'invita-t-il le soir même à une soirée familiale. Les autres fonctionnaires le prièrent, qui à dîner, qui à une partie de Boston, qui à prendre le thé. Le voyageur ne parlait de lui-même qu'avec une extrême modestie, en usant de lieux communs et en donnant à ses phrases un tour livresque. Un insignifiant ver de terre comme lui ne méritait pas de retenir l'attention. Il avait au cours de son existence enduré bien des épreuves. Employé au service public, sa droiture lui avait attiré beaucoup d'ennemis, dont certains avaient même attenté à sa vie. Il cherchait maintenant une retraite paisible, et, passant par cette ville, jugeait de son devoir de présenter ses hommages aux autorités. C'est tout ce qu'on put apprendre sur le nouvel arrivant, qui ne manqua pas d'ailleurs de se montrer à la soirée du gouverneur. Il s'y prépara pendant 2 heures,
et montra un souci de toilette peu commun. Après une courte méridienne, il se fit donner de quoi se laver, et se frotta longtemps les deux joues en les gonflant à l'aide de sa langue pour les mieux savonner. Il s'empara ensuite de la serviette jetée sur l'épaule du garçon, et lui ayant à deux reprises soufflé en pleine figure, essuya consciencieusement à partir des oreilles son visage poupin. Puis il ajusta son plastron devant la glace, arracha deux poils qui lui sortaient du nez, et endossa un habit zinzolin moucheté. Une fois dans sa voiture, il roula par les rues, larges à n'en plus finir, qu'éclairait de loin en loin la faible lueur tombant d'une fenêtre. En revanche, l'hôtel du gouverneur était illuminé comme pour un bal, équipages aux lanternes allumées, deux gendarmes devant la porte, cris de cocher dans le lointain. Rien ne manquait à la fête. En pénétrant dans la grande salle inondée de lumière, Tchitchikov dut un instant fermer ses yeux éblouis par le violent éclat des bougies, des lampes, des toilettes. Les habits noirs papillotaient, voltigeaient de ci de là, comme des mouches sur un pain de sucre que, pendant une chaude journée de juillet, une vieille femme de charge casse en morceaux étincelants près de la fenêtre ouverte. Les enfants qui l'entourent épient les mouvements du bras noueux qui lève le marteau, tandis qu'un essaim de mouches, tourbillonnant dans l'air léger, s'abat sur les friands morceaux, avec la complicité du soleil qui aveugle la vieille à la vue affaiblie. Rassasiées par les mets savoureux que leur prodigue l'opulent était, elles songent moins à manger qu'à se faire voir. Voltant sur le tas de sucre, elles frottent leurs pattes l'une contre l'autre, s'en chatouillent sous les ailes, passent sur leur tête celle de devant étendue, s'envolent enfin, pour revenir bientôt avec de nouveaux escadrons importuns. Tchitchikov n'avait pas eu le temps de se reconnaître que déjà le gouverneur le prenait sous le bras et le présentait à madame son épouse. Une fois de plus, le voyageur fit preuve de bonne éducation. Il débita un compliment fort seyant, celui qu'on pouvait attendre d'un homme entre deux âges et de grades moyens. Quand la sauterie commença et que tout le monde dut s'aligner le long du mur pour céder la place aux danseurs, Tchitchikov, les bras derrière le dos, considéra pendant 2 bonnes minutes les couples qui passaient devant lui. Beaucoup de dames étaient habillées avec élégance, d'autres affublées à la mode de province. Les hommes, comme partout, se divisaient en 2 catégories. Les maigres courtisaient le beau sexe. Certains rappelaient à s'y méprendre les fats de Pétersbourg. Comme eux, ils portaient des favoris peignés avec art ou bien exhibaient des visages rasés de près. Comme eux, ils affectaient avec les dames des manières désinvoltes et leur tenaient en français des propos badins. Les gros ou ceux qui, comme Tchitchikov, n'étaient ni gras ni maigres, se souciaient fort peu de galanterie et guettaient à tout instant la venue du domestique chargé de préparer les tables de whist. Ils étalaient des faces replètes, aux traits arrondis, accentués, marqués chez d'aucuns de verrues ou picotés de petites véroles. Ils ne se coiffaient ni en toupet ni en boucle, ni à la diable m'emporte, mais portaient les cheveux courts ou collés aux tempes. C'étaient les plus hauts fonctionnaires de la ville. En ce bas monde, hélas, les gros s'entendent mieux que les maigres à arranger leurs affaires. Ceux-ci sont le plus souvent surnuméraires. On ne les charge guère que de missions sans conséquence. Ils frétillent, de ci de là. Leur existence est inconsistante, précaire. Les gros, au contraire, se carrent dans des emplois de tout repos. La place est bonne, ils s'y cramponnent. Elle pliera peut-être sous eux, mais ils ne la lâcheront pas. Ils ne sacrifient guère à l'apparence. Si leur habit est de moins bonne coupe que celui des maigres, leur cassette est mieux garnie. Au bout de 3 ans, le maigre n'a plus une seule âme à engager. Pendant ce temps, le gras achète en douceur au nom de sa femme une maison à un bout de la ville, puis une autre à l'autre bout, puis un hameau, ensuite un bourg, avec toutes ses dépendances. Finalement, le gros, après avoir bien servi Dieu et l'empereur, et s'être acquis l'estime générale, prend sa retraite dans ses terres, où il tient table ouverte et mène la bonne vie de seigneur de village, mais bientôt, ses maigres héritiers gaspillent à la russe le patrimoine. Avouons-le, tel était à peu près le raisonnement que se tenait Tchitchikov en contemplant l'assemblée. Aussi finit-il par rejoindre les gros. Il retrouva parmi eux des visages de connaissance. Le procureur, sombre, taciturne, aux sourcils épais, et dont l'œil gauche, légèrement clignotant, semblait insinuer « Passons donc dans la pièce voisine, j'ai 2 mots à vous dire ». Le directeur des postes, nabot spirituel et philosophe, le président du tribunal, homme fort aimable et judicieux. Tous accueillirent Tchitchikov comme un vieil ami. Il répondait aux compliments par un salut de biais non dénué de grâce.
C'est alors qu'on le présenta à deux gentilshommes campagnards, le très courtois et très affable Manilov et le lourdeau Sobakevitch, qui, dès l'abord, lui marcha sur le pied en disant « Faites excuse ». On l'invita bientôt à une partie de whist, en lui tendant une carte qu'il accepta avec un salut du même genre. Ces messieurs s'installèrent à des tables vertes et n'en bougèrent plus jusqu'au souper. Toutes les conversations avaient cessé, ainsi qu'il sied quand on s'adonne à une occupation sérieuse. Bien que très loquace, le directeur des postes, une fois les cartes en main, prit une physionomie pensive, se pinça les lèvres et conserva cette attitude jusqu'à la fin de la partie. Quand il jouait une figure, il donnait un coup de poing sur la table en proférant, si c'était une dame, « En avant la vieille maman !» Si c'était un roi, « Tiens bon, moujik de Tambov !» Ce à quoi le président du tribunal répliquait « Et moi je lui casse les reins !» Parfois, en abattant nerveusement leurs cartes, les joueurs s'écriaient « Advienne que pourra, j'attaque à carreau !» ou bien annonçaient tout simplement les couleurs sous les dénominations usitées dans leur société. La partie finie, il s'éleva, suivant l'usage, une vive discussion. Notre voyageur y prit part, mais avec un tact, une urbanité qui sautait aux yeux. Il ne disait pas « Vous avez joué telle ou telle carte », mais bien « Vous avez daigné jouer, j'ai eu l'honneur de couper votre dœud », etc. Afin de rendre ses paroles plus persuasives, il tendait à ses contradicteurs sa tabatière en argent émaillé que parfumait de violettes. Les propriétaires Manilov et Sobakevitch retinrent surtout son attention. Prenant à part le président et le directeur des postes, il se livra auprès d'eux à une petite enquête. L'ordre dans lequel il procéda décelait un esprit curieux et un jugement solide. Il ne s'intéressa aux noms et prénoms des deux campagnards qu'après s'être informé du nombre de leurs paysans et de l'état de leur domaine. Au reste, il fit rapidement la conquête de ses hobereaux. Manilov, homme encore jeune, dont les yeux doux comme sucre clignotaient chaque fois qu'il riait, s'enticha de lui à en perdre la tête. Il lui serra longuement la main, le supplia de l'honorer d'une visite à sa propriété, distante, à l'en croire, d'une quinzaine de verstes. Tchitchikov répondit, en s'inclinant courtoisement, qu'il considérait comme son devoir le plus sacré d'accepter cette invitation. Sobakevitch, à son tour, lui dit d'un ton un peu laconique « Venez aussi me voir », en faisant claquer ses bottes géantes que nul autre sans doute n'aurait pu chausser, la Russie voyant, à son tour, disparaître la race des Hercules. Le lendemain, Tchitchikov alla dîner et passer la soirée chez le maître de police, où l'on whista sans interruption depuis le lever de table vers 3 heures de l'après-midi jusqu'à 2 heures du matin. Il y rencontra un autre propriétaire appelé Nozdriov, bon vivant d'une trentaine d'années qui, après 2 ou 3 phrases, se mit à le tutoyer. Nozdriov tutoyait aussi le procureur et le maître de police, avec qui il paraissait du dernier bien. Mais dès qu'on joua gros jeu, ces messieurs surveillèrent très attentivement ses levées, vérifiant presque toutes les cartes qu'il abattait. Le surlendemain, Tchitchikov passa la soirée chez le président du tribunal, qui reçut ses invités, y compris 2 dames, dans une robe de chambre d'une propreté douteuse. Puis il fut convié à une soirée chez le vice-gouverneur, à un grand dîner chez le fermier des eaux-de-vie, à un dîner sans façon, qui en valait bien un grand, chez le procureur, à une collation après la messe, qui valait bien un dîner, chez le Gorodnitchi. Bref, il ne passait pas une heure chez lui et ne rentrait à l'hôtellerie que pour dormir. Il se révéla d'ailleurs un homme du monde accompli, sachant toujours et partout soutenir la conversation. Roulait-elle sur les haras, il parlait haras. Parlait-on chien, il glissait quelques judicieuses remarques. S'agissait-il d'une enquête opérée par la Cour des comptes, il se montrait au courant des péchés de Dame Justice. Discutait-on billard ou punch, il s'affirmait connaisseur en billard et en punch. Vertu, il en discourait les larmes aux yeux. Douane, il traitait le sujet comme un vieux douanier. Chose remarquable, il ne se départait jamais d'une certaine gravité et employait toujours le ton qu'il fallait. En un mot, il était partout à sa place. Sa venue mit en joie tous les fonctionnaires. Le gouverneur l'appelait un homme bien intentionné, le procureur un homme capable, le colonel de gendarmerie un savant homme, le président du tribunal un homme instruit et respectable, le maître de police un digne et aimable homme, la femme du maître de police le plus aimable et le plus courtois des hommes. Sobakevitch lui-même, qui portait rarement des jugements favorables, rentré assez tard de la ville, dit en se couchant près de son épouse et flanqué « Sais-tu, mon cœur,
J'ai dîné chez le maître de police, passé la soirée chez le gouverneur, et fait connaissance d'un certain Pavel Ivanovitch Tchitchikov, conseiller de collège. Quel charmant garçon. Ce à quoi son épouse répondit et le poussa du pied. Cette flatteuse opinion se maintint jusqu'au jour où une bizarre fantaisie du voyageur et une aventure que le lecteur apprendra bientôt plongèrent presque toute la ville dans la stupéfaction. Et c'est la fin du chapitre 1, les amis. On se marque une courte pause. Et du coup, bonsoir, bonsoir secrétaire. Merci de passer sur le live, j'espère que tu vas bien. Euh, Et du coup, ah oui, bah j'ai connu l'opération des dents de sagesse, donc je te souhaite un prompt rétablissement. Je te souhaite un prompt rétablissement. Et du coup, secrétaire qui a l'air de connaître un petit peu l'œuvre, qui nous dit que Sobakevitch, ça veut littéralement dire fils de chien. Ce que je trouve assez drôle. J'ai lu sur internet qu'apparemment, il était considéré que Nicolas Gogol avait fait une œuvre comique, enfin comique, en tout cas non sans humour, avec les âmes mortes. Est-ce que vraiment on va se taper le cul par terre? Je ne pense pas, hein, si je suis tout à fait honnête. Mais je pense que oui, il y a une petite peut-être ironie ou un truc latent comme ça dans l'air, un truc un petit peu subtil de la part de l'auteur qu'on risque de découvrir et de voir de plus en plus apparaître. Je pense, je pense. Pour ce premier chapitre, pour le moment, je dois vous avouer que j'entre pas dedans, pas trop, mais je n'en tiens pas rigueur parce que sur des romans longs et sur des romans classiques et sur des romans russes, en fait, cumulés sur tous ces critères, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez normal qu'au premier chapitre, l'histoire ne soit pas encore très déroulée, ne soit pas encore très exposée. Donc, pour le moment, ça va doucement, ça prend son temps. C'est assez lent, il se passe pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'action, il y a pas mal de descriptions. Euh, Ça va, voilà, ça va à son rythme, pantouflard, on va dire, mais je pense que ça va aller quelque part et pour le moment, je continue à lui donner sa chance. Je suis pas encore complètement fermé à la proposition. Maintenant, j'espère que ça va évoluer quand même assez rapidement, parce que si ça reste de cet acabit pendant toute la lecture, je pense que je vais peut-être avoir un petit peu de mal, pour être tout à fait franc. Secrétaire nous dit oui, comique malgré lui. Il y a une ironie certaine et des passages de rire franc, notamment avec Sobakevitch. Ok, ok, bon bah, on ne va pas se spoiler, on découvrira ça ensemble, mais dac, intéressant. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire également? Oui, il y a quelque chose qui m'interpelle tout le temps. Peut-être que toi t'en sais un peu plus, secrétaire, parce qu'il me semble que tu t'intéresses à la langue russe. Personnellement, j'ai aucune formation sur la langue russe, donc comme d'habitude, je vous demanderai de m'excuser les prononciations parfois un peu approximatives. D'autant que dans cette lecture, pour le moment, il y a beaucoup de noms propres, mais surtout beaucoup de mots laissés en russe dans le texte. Et pour vous dire, il y a même beaucoup de mots français qui sont extrêmement rares. J'ai l'impression d'avoir vu rarement autant de mots que je ne connaissais pas en si peu de pages. Donc c'est assez marrant à remarquer. Mais concernant les mots en langue russe, les noms propres ou communs, je vais faire de mon mieux, mais j'ai pas de formation là-dedans, je ne sais pas exactement comment il faut prononcer tout. Donc voilà, je vais essayer de faire ce qui me semble sonner à la russe, mais je suis vraiment pas expert là-dedans. Ceci dit, je trouvais ça intéressant, on en a déjà parlé, il me semble, dans l'œuvre de Dostoïevski, Crime et Châtiment. À un moment, on parle de tutoiement. Il dit que... ah oui, sui generis, c'était du latin, oui, en effet, secrétaire.
Donc oui, euh, on nous parle à un moment de tutoiement, et ça c'est un truc que je trouve toujours fascinant, parce que le tutoiement, à ma connaissance, c'est quelque chose de très français, et je sais pas s'il y a vraiment un équivalent dans beaucoup de langues. Donc du coup là, le fait qu'il y ait un passage aussi long sur le tutoiement, je me demande comment ça a été traduit slash adapté. Il me semble qu'en russe, on a vu souvent dans les œuvres qu'on a déjà lues ensemble, que le vouvoiement existe aussi en russe, nous dit secrétaire. Ok. Mais il me semble justement qu'on a vu dans les œuvres que j'ai déjà lues en russe avec vous, enfin les œuvres russes que j'ai déjà lues avec vous, qu'ils avaient énormément de manières de s'adresser les uns aux autres. J'ai l'impression, en tout cas c'est mon impression extérieure de mec qui s'y connaît pas, mais tu me diras si je me trompe, secrétaire, j'ai l'impression que selon la personne à qui tu t'adresses et selon la personne que tu es, il y a vraiment énormément de manières de s'adresser à quelqu'un, un peu comme en japonais, avec les san, sama, chan et ainsi de suite. J'ai l'impression qu'en russe, il y a vraiment ce truc de selon qui tu es, selon ton peut-être ton genre, j'en sais rien, ton sexe, peut-être selon ton grade, ta fonction dans la société, peut-être selon ton lien de parenté, peut-être selon ta proximité affective avec quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a énormément de manières de s'appeler les uns les autres. J'ai l'impression d'ailleurs que ils ont tendance à avoir des noms à rallonge avec plusieurs prénoms, plusieurs noms, peut-être des surnoms, je ne sais pas. Enfin voilà, j'ai cette impression-là. Et parfois, c'est ce qui rend un peu les lectures difficiles, je trouve aussi, en ce qu'il s'agit de la littérature russe. C'est que parfois, on parle d'un personnage et c'est pas évident de rattacher que on est en train de parler de ce personnage et pas d'un autre, pas d'un nouveau personnage. Donc voilà, c'est une réflexion que je me suis faite en lisant ça, euh, parce que je sais que, en général, sur ces lectures de la littérature russe, j'ai un peu de soucis avec ça. Donc je vous le dis tout de suite. Et puis j'espère qu'en vous l'indiquant, ça vous aidera peut-être aussi à prêter attention de votre côté. Sur ce, je pense que je vais reprendre assez rapidement, puisqu'on a perdu pas mal de temps avec les problèmes techniques en début de live, et j'ai pas envie de faire un live qui termine à minuit. Donc je pense qu'on va reprendre assez rapidement, euh, sachant que je vais vous lire le chapitre 2 en deux fois. Alors, j'avais repéré une page où il y avait une coupure naturelle. Une coupure naturelle, je crois que c'était là. Oui, c'est ça. Ok, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Donc du coup, je vais vous lire 12 pages et je vous lirai ensuite 10 pages. Donc on se retrouve dans une pause d'ici une vingtaine de minutes, je pense. Et secrétaire nous donne un petit peu de d'éclaircissement. Un petit peu d'éclaircissement. Alors, il nous dit qu'en russe, il y a prénom officiel, patronyme, finissant par Ovitch pour les hommes et Ovna pour les femmes, comme dans Sobakevitch, le fils de chien, comme nous l'expliquait secrétaire tout à l'heure, puis nom de famille. Mais les Russes ont une foule de surnoms divers et variés, et le prénom officiel n'est quasi jamais utilisé. Ok. Par exemple, Sacha est le surnom de Alexander, Petrouchka celui de Pierre. Ok. Ok, d'accord. Je comprends un peu le délire. Je comprends un peu le délire. Donc oui, c'est un peu ce que je disais, il y a beaucoup de manières a priori d'appeler une personne. Très bien, de désigner une personne. Très bien, très bien. Merci pour ces quelques éclaircissements. Et on est reparti avec le chapitre 2 parce que, bah voilà, là, on a envie de savoir ce qui se passe. Malgré tout, il s'est pas passé grand-chose, mais on a quand même un peu envie de voir se développer l'histoire, surtout quand à la fin du chapitre 1, on nous fait un teasing en mode oh là là, lecteur, tu vas voir, toute la ville a été stupéfaite. Alors que pour le moment, il y a un point d'honneur, je trouve, à faire que tout soit banal. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi dans l'écriture et que je peux bien aimer selon la suite de l'histoire. C'est que pour le moment, j'ai l'impression qu'il y a un point d'honneur pour l'auteur à tout rendre banal et à dire bah, c'est comme partout,
La ville, elle ressemble à toutes les villes. Les gens, ils ressemblent à tous les gens. Bon, les gens, ils s'intéressent pas spécialement au personnage principal. Et puis, en fait, le personnage principal, il fait sa petite vie. Et puis, bon, on n'en a pas forcément quelque chose à faire de lui. Enfin, c'est assez marrant. Même si à la fin, du coup, ça revire un petit peu, puisque, visiblement, Tchitchikov commence déjà à plaire à beaucoup de monde, notamment à des hauts fonctionnaires. Tiens, 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 comme c'est étrange. Bref, bonne écoute secrétaire, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. On est reparti, et comme je le disais, j'ai une découpe prévue par l'auteur au cours du chapitre. Donc je vous lis le chapitre en 2 fois, mais c'est une découpe naturelle. Chapitre 2. Depuis plus d'une semaine, le voyageur habitait la ville, fréquentant dîners et soirées, et menant une vie fort agréable. Il se résolut enfin à étendre aux environs le rayon de ses visites et à tenir la promesse donnée aux propriétaires Manilov et Sobakevitch. Peut-être obéissait-il à un mobile plus sérieux, peut-être avait-il en vue une affaire plus importante, plus selon son cœur. C'est ce que le lecteur apprendra petit à petit et en temps voulu, s'il a la patience de lire jusqu'au bout cette fort longue histoire, appelée à prendre d'autant plus d'ampleur qu'elle approchera du dénouement. La fin, comme on sait, couronne l'œuvre. Le cocher Sélifan reçut l'ordre d'atteler de bon matin les chevaux à la fameuse britchka. Petrouchka devait rester au logis pour garder la chambre et le porte-manteau. Le lecteur trouvera profit à faire connaissance avec ces deux serfs de notre héros. Ce sont, bien entendu, des personnages de second ou même de troisième plan. Les ressorts du poème ne reposent pas sur eux. Mais l'auteur aime la précision en toute chose, et bien que russe, désire se montrer à cet égard méticuleux comme un Allemand. Au reste, cela demandera aussi peu de temps que de place, car, aux détails déjà connus du lecteur, il suffit d'ajouter que Petrouchka portait une ancienne redingote de son maître, couleur cannelle et un peu trop large, et qu'il avait les lèvres et le nez charnus comme la plupart des gens de sa condition. De caractère taciturne, il brûlait d'une noble ardeur pour l'étude, c'est-à-dire pour la lecture de livres dont le contenu ne lui importait guère. Aventures d'amour, abécédaires, paroissiens, il dévorait tout avec une égale attention. Lui eût-on mis en main un manuel de chimie, il ne l'aurait pas refusé. Il prenait moins de plaisir à ce qu'il lisait qu'au mécanisme de la lecture, à cette opération qui permet toujours de former avec des lettres des mots au sens parfois incompréhensible. Le plus souvent, il s'adonnait à ce passe-temps dans l'antichambre, couché sur sa paillasse que cette continuelle pression avait aplatie comme une galette. Outre sa fureur de lecture, il avait encore deux habitudes caractéristiques. Il dormait tout habillé, et propageait partout une odeur sui generis, un relent de renfermé. Il lui suffisait d'installer quelque part son lit, fût-ce dans une pièce jusqu'alors déserte, d'y transporter son manteau et ses ardes, pour qu'aussitôt on crût la chambre occupée depuis une dizaine d'années. Quand, en s'éveillant, Tchitchikov reniflait l'air, il se contentait, bien que délicat, de froncer les sourcils et de secouer la tête en disant « Ce que tu dois suer, mon brave, va donc au bain, que diantre !» Pour éviter de répondre, Petrouchka paraissait absorbé dans une besogne urgente. Il s'approchait, brosse en main, de l'habit de son maître, ou rangeait le premier objet venu. À quoi songeait-il pendant ce temps? Peut-être se disait-il « Tu en as une santé de répéter 36 fois la même chose ?» Il est, ma foi, difficile de savoir ce que pense un valet sermonné par son maître. Voilà, pour le moment, ce qu'on peut dire de Petrouchka. Le cocher Sélifan était un tout autre homme. Mais connaissant par expérience le peu d'intérêt que suscitent les basses classes, l'auteur se fait un scrupule de retenir l'attention sur de si minces personnages. Le russe est ainsi fait. Il brûle d'envie de se lier avec quiconque lui est supérieur, ne fût-ce que d'un grade, et préférer au charme d'une étroite amitié de vagues rapports avec des comtes ou des princes. L'auteur craint même pour son héros, simple conseiller de collège. Les conseillers zoliques voudront peut-être faire sa connaissance, mais les dignitaires ayant rang de général lui jetteront sans doute un de ces regards méprisants que l'homme, en son orgueil, laisse tomber sur ses inférieurs, ou, qui pisait, ne lui accorderont, au grand désespoir de l'auteur, aucune attention. Si pénibles que soient ces deux éventualités, il nous faut revenir à notre héros. Donc, ses ordres passés dès la veille, il se leva de fort bonne heure, se débarbouilla, se frictionna de la tête aux pieds, suivant sa coutume des jours de fête. Ce jour-là était justement un dimanche.
se rasa de manière à donner à ses joues l'éclat et le poli du satin, endossa son habit zinzolin moucheté et son manteau à grand col d'ours. Il descendit l'escalier, soutenu tantôt d'un côté, tantôt de l'autre par le garçon d'auberge, prit enfin place dans sa britchka. La voiture sortit avec fracas de la porte cochère. Un pope qui passait le salua. Quelques gamins en blouse sale tendirent la main en criant « Mon bon monsieur, n'oubliez pas un pauvre orphelin !» Le cocher remarqua que l'un d'eux aimait à grimper derrière les équipages. Il le cingla d'un coup de fouet. Bientôt, la britchka roula en cahotant par les rues. Ce n'est pas sans plaisir que Tchitchikov aperçut de loin la barrière bariolée, indice que le supplice du pavé allait bientôt prendre fin. En effet, après quelques derniers heurts fâcheux pour sa tête, il se sentit emporter sur la terre molle. La ville avait à peine disparu que déjà se déroulait des deux côtés de la route le monotone décor du paysage russe. Taupinières, sapinières, boqueteaux de pins souffreteux, bruyères, troncs d'arbres calcinés et autres ornements du même genre. On rencontrait des villages dont les maisons ressemblaient à des bûches empilées, alignées au cordeau, et surmontées de toits gris qui montraient sur leur rebord des découpures en forme d'essuie-mains brodés. Assis sur des bancs devant leurs portes, quelques moujiks en touloupe bâillaient comme à l'accoutumée. Des femmes au visage bouffi, à la robe pincée sous les seins, se penchaient aux fenêtres du premier étage. À celle du rez-de-chaussée apparaissait un veau ou le groin d'un pourceau. Tableau bien connu. En passant devant le poteau indicateur de la 15e verste, Tchitchikov se rappela que, d'après les dires de Manilov, son domaine ne devait pas être éloigné. Mais nos voyageurs arrivèrent au poteau suivant sans apercevoir aucun village. La rencontre de deux manants les tira heureusement d'embarras. En s'entendant demander si le village de Zamanilovka était encore loin, les moujiks se découvrirent, et le plus dégourdi d'entre eux, un gars à la barbe en pointe, répondit « Manilovka, sans doute. »« Oui, c'est cela, Manilovka. »« Manilovka. Eh bien, au bout d'une verste, tourne à droite. »« À droite ?» répartit le cocher. « À droite, oui, » dit le moujik. « C'est le chemin direct pour Manilovka. »« Manilovka, te dis-je, voilà le vrai nom du village. Nous ne connaissons point de Zamanilivka. Droit devant toi, sur une hauteur, tu verras une belle maison de maître en pierre, à un étage. Ce sera justement Manilovka. Quant à Zamanilovka, il n'y en a pas ici et il n'y en a jamais eu. » Nos voyageurs se mirent à la recherche de Manilovka. Au bout de 2 verstes, ils s'engagèrent dans un chemin vicinal et parcoururent entre 3 à 4 verstes sans voir poindre la maison en pierre à un étage. Lorsqu'un ami vous convie dans ses terres, soi-disant à 15 verstes, il faut compter le double. Tchitchikov se rappela à propos cette vérité. La situation de Manilovka était peu attrayante. La maison seigneuriale se dressait solitaire sur un tertre exposé à tous les vents et couvert d'un maigre gazon. Sur cette pelouse à l'anglaise se disséminaient 2 ou 3 massifs de lilas et d'acacias à fleurs jaunes. 5 à 6 bouleaux tendaient çà et là vers le ciel leurs cimes étiolées. Sous 2 d'entre eux, on apercevait un pavillon à coupole verte, à colonnade bleue, portant l'inscription « Temple de la méditation solitaire ». Plus bas s'étalait un étang envahi par les herbes, classique parure des jardins anglais de nos aubereaux. Au pied de la hauteur, et même à flanc de coteau, s'éparpillaient de grisâtres isbas dont notre héros, pour des motifs inconnus, se prit aussitôt à évaluer le nombre. Il en compta plus de 200. Nul arbuste, nulle verdure entre cet amas de poudre. Seules 2 paysannes animaient le paysage. Les jupes pittoresquement retroussées, de l'eau jusqu'aux genoux, elles traînaient par l'étang à l'aide de 2 bâtons, un filet déchiré où se devinaient 2 écrevisses et brillait un gardon. Elles paraissaient se quereller, échanger des invectives. À quelque distance, la masse sombre d'une pinède mettait une tache bleuâtre, maussade. Le ciel lui-même, d'un gris terne, rappelant la couleur des vieux uniformes militaires, ajoutait à la tristesse du lieu. Un coq, annonciateur des intempéries, complétait le tableau, bien que sa tête eût été entaillée jusqu'à la cervelle par les becs de ses rivaux en galanterie, il n'embraillait pas moins, et faisait même claquer ses ailes effilochées comme de vieilles nattes. En pénétrant dans la cour, Tchitchikov aperçut sur le perron le maître en personne, en redingote de chalon vert, qui protégeait de la main ses yeux afin de mieux distinguer les arrivants. À mesure que la britchka approchait,
Son regard s'illuminait, et son sourire allait s'épanouissant. « Pavel Ivanovitch !» s'écria-t-il enfin, quand Tchitchikov sauta de voiture. « Vous daignez vous souvenir de nous ?» Les deux amis s'étreignirent, et Manilov entraîna son hôte. Bien que leur passage dans le vestibule, l'antichambre, la salle à manger ne demandent qu'un temps assez court, tâchons d'en profiter pour dire quelques mots du maître de la maison. L'auteur doit avouer la difficulté de cette entreprise. Il est bien plus facile de camper des caractères de grande envergure. Il suffit de jeter à pleine main les couleurs sur la toile, yeux ardents, sourcils épais, front barré d'une ride, cape noire ou rouge feu. Voilà le portrait terminé. Mais tous ces gens qui, de prime abord, se ressemblent tous, et qui, observés de plus près, révèlent tant d'insaisissables particularités, ces gens-là ne sont pas aisés à peindre. Pour arriver à distinguer de menus détails presque imperceptibles, il faut bander tous les ressorts de son attention et aiguiser encore un regard déjà exercé dans l'art de l'observation. Dieu seul sans doute pourrait définir le caractère de Manilov. Certains individus ne sont, comme on dit, ni chair ni poisson, et Manilov, sans doute, appartenait à cette confrérie. Ce blond, aux yeux bleus, au sourire enjôleur, avait belle mine. Ses traits ne manquaient pas de charme, mais d'un charme trop doucereux. Ses manières, son langage étaient trop insinuants. Quel brave et charmant homme, se disait-on en liant conversation avec lui. Mais l'instant d'après, on ne se disait plus rien, et bientôt on murmurait « Quel diable d'individu !» en s'éloignant au plus vite sous peine de périr d'ennui. Il ne laissait jamais tomber un de ces mots vifs ou même acerbes, qui échappent à toute personne dont vous touchez le sujet favori. Chacun a son dada. L'un est féru de lévrier, l'autre croit sentir profondément la musique, le troisième s'entend à bien manger, le quatrième prétend jouer un rôle supérieur, ne fût-ce que d'un pouce, à celui qui lui est assigné. Le cinquième, plus modeste en ses désirs, rêve de parader, en compagnie d'un aide de camp, aux yeux éblouis d'amis ou d'inconnus. La main du sixième éprouve l'irrésistible envie de plier l'as sous le 2 de carreau, tandis que celle du septième grille de rétablir l'ordre, de souffleter le maître de poste ou les postillons. Bref, chacun a sa marotte, mais Manilov n'en avait aucune. Chez lui, il ne parlait guère, demeurant le plus souvent plongé dans des réflexions connues de Dieu seul. Il se souciait peu de faire valoir ses terres, et n'y jetait jamais un coup d'œil. Les choses allaient leur train toutes seules. Quand l'intendant disait « Il serait bon de faire ceci ou cela », « Pas mauvais, en effet », répliquait-il d'ordinaire, en tirant de continuelles bouffées de sa pipe, habitude contractée au régiment, où il passait pour l'officier le plus modeste, le plus délicat, le plus instruit. « Oui, oui, pas mauvais », répétait-il. Quand un moujik venait le trouver et lui demandait en se grattant la nuque un congé pour gagner de quoi payer sa redevance, « Entendu », disait-il en fumant sa pipe. Et il ne lui venait même pas à l'idée que le croquant désirait tout simplement godailler. Parfois, considérant du haut de son perron la cour et l'étang, il se prenait à dire qu'il serait bon de créer un passage souterrain qui mènerait de la maison au village, ou bien de jeter sur l'étang, un pont de pierre, flanqué de boutiques où se débiteraient les menus objets d'usage courant parmi les villageois. Ses yeux se faisaient alors doucereux à l'extrême, son visage prenait l'expression la plus béate. Tous ses projets n'étaient que belles paroles. Il gardait dans son bureau un livre, marqué d'un signet à la page 14, et dont la lecture durait depuis 2 ans. Il n'avait jamais pu monter complètement son ménage. Une riche étoffe de soie recouvrait le fort beau meuble du salon, à part 2 fauteuils sur lesquels une simple natte remplaçait l'étoffe absente. Et depuis plusieurs années, quand il recevait des visites, le maître de ce beau meuble avait soin d'avertir « Ne vous asseyez pas sur ces fauteuils, ils ne sont pas encore recouverts. » Certaines pièces demeuraient vides, bien qu'il eût décidé dès la lune de miel « Mon cœur, il faudra que je songe à meubler cette chambre, tout au moins provisoirement. » À la tombée de la nuit, on posait sur la table un élégant candélabre de bronze qui représentait les 3 grâces, avec de jolis garde-vues en perles, et à côté, un invalide en cuivre, boiteux, tors, couvert de suif. Ni maître ni serviteur n'y prêtait attention. Sa femme, inutile d'insister, il se convenait parfaitement. Bien que mariés depuis tantôt 9 ans, ils s'apportaient encore l'un à l'autre un bonbon, une noisette, un quartier de pomme, en disant du ton suave qui convient au parfait amour « Ouvre ton bec, mon cœur, tu auras du nanan. »
et le bec aussitôt s'ouvrait le plus gentiment du monde. Pour leurs anniversaires, ils se faisaient des surprises, s'offraient par exemple un étui à cure-dents en perles fausses. Et bien souvent, assis côte à côte sur le canapé, l'un abandonnait sa pipe, l'autre son ouvrage, pour échanger un baiser si long, si en amouré, qu'on aurait eu le temps, pendant qu'ils se livraient à ce jeu, de fumer une cigarette. En un mot, c'était ce qu'on est convenu d'appeler des gens heureux. Évidemment, on aurait pu leur faire remarquer qu'il existe dans un ménage bien d'autres occupations que les surprises et les baisers prolongés, et leur poser diverses questions gênantes. Pourquoi, par exemple, la cuisine laissait-elle tant à désirer? Pourquoi le garde-manger était-il si mal approvisionné? Pourquoi la femme de charge volait-elle? Pourquoi les serviteurs étaient-ils de malpropres ivrognes? Pourquoi la valetaille passait-elle la moitié du temps à dormir et l'autre à polissonner? Mais ce sont là préoccupations trop triviales pour une personne aussi bien élevée que madame Maniloff. La bonne éducation se donne, comme on sait, dans les pensionnats. Et dans les pensionnats, 3 matières résument, comme nul ne l'ignore, toutes les vertus. Le français, indispensable à la félicité conjugale. Le piano, destiné à faire passer au mari quelques moments agréables. Enfin, le ménage proprement dit, c'est-à-dire le tricotage de bourses et d'autres surprises. Certains perfectionnements sont d'ailleurs apportés à ces méthodes, surtout à l'heure actuelle. Tout dépend de la sagesse et des capacités des maîtresses de pension. Ici, le piano vient en tête, puis le français, et le ménage en dernier lieu. Là, le ménage, c'est-à-dire le tricotage de bourses, occupe la première place, puis vient le français, enfin le piano. Comme on le voit, les méthodes varient. Il conviendrait de noter que madame Maniloff... Mais, je l'avoue, je me gêne fort de parler des dames, et j'ai hâte de revenir à nos héros qui, arrêtés depuis quelques minutes devant la porte du salon, luttent de courtoisie à qui cédera le pas à l'autre. De grâce, sans façon, passez le premier, disait Tchitchikov. Non, Pavel Ivanovitch, non, vous êtes mon hôte, répliquait Manilov en montrant la porte. Sans façon, passez le premier. Excusez-moi, je sais ce que je dois à un hôte aussi distingué. Vous voulez rire? Passez, je vous en prie. Non, non, à vous l'honneur. Mais pourquoi? Parce que, fit Manilov avec un sourire aimable. Finalement, les deux amis franchirent la porte de biais, et non sans heurts. Permettez-moi de vous présenter ma femme, dit Manilov. Mon cœur, Pavel Ivanovitch. Tchitchikov se trouva en présence d'une dame, assise sur le canapé, que les salamaleks de la porte l'avaient empêché d'apercevoir. Assez jolie, elle portait un peignoir de soie claire damassé qui lui allait à ravir. Sa fine menotte jeta précipitamment je ne sais quel objet sur la table et se prit à chiffonner un mouchoir de batiste à coins brodés. Elle se leva. Tchitchikov lui baisa la main non sans plaisir. Elle l'assura, en grasseyant légèrement, qu'il était le très bienvenu, qu'elle était charmée de voir enfin ce Pavel Ivanovitch dont son mari l'entretenait tous les jours. Oui, confirma Manilov, bien souvent elle me demanderait « Pourquoi donc ton ami tarde-t-il à venir ? Prends patience, ma bonne, il viendra. Et voici qu'enfin vous nous honorez de votre visite. Quel grand plaisir, vous nous causez. Vous nous mettez vraiment le cœur en fête. » En voyant qu'on en était déjà à la fête du cœur, Tchitchikov, confus, répondit avec modestie que son nom obscur et son rang modeste ne méritaient pas un si gracieux accueil. « Mais si, l'interrompit Manilov avec un nouveau sourire. Vous avez tout pour plaire, et même au-delà. Que dites-vous de notre ville? S'informa madame Manilov. Vous y êtes-vous diverti? Votre ville est fort belle, répondit Tchitchikov. Je m'y suis diverti à souhait. Les habitants sont très sociables. Et que pensez-vous de notre gouverneur? Reprit-elle. Le plus aimable et le plus respectable des hommes, n'est-ce pas? Ajouta Manilov. Très exact, confirma Tchitchikov, le plus respectable des hommes. Et comme il remplit bien ses fonctions, quelle haute idée il se fait de sa charge. Il serait à souhaiter qu'il y eût beaucoup de magistrats comme lui. Comme il sait accueillir le monde, quelle délicatesse dans ses manières, renchérit Manilov, qui ferma voluptueusement les yeux comme un chat qu'on chatouille doucement derrière les oreilles. Tchitchikov est très adroit de ses mains. Il brode à ravir, je n'en croyais pas mes yeux. Il m'a montré un de ses ouvrages, une bourse. Peu de dames en pourraient faire autant. Et le vice-gouverneur, quel brave homme, n'est-ce pas? Reprit Manilov en fermant à nouveau les yeux. Un très, très digne homme,
répondit Tchitchikov. Permettez, et le maître de police, que vous en semble? Il est, ma foi, fort aimable. Très, très aimable. Et quel esprit, quelle instruction. Le président, le procureur et moi avons huisté chez lui jusqu'au champ du coq. Un très, très digne homme. Et la femme du maître de police, reprit madame Manilov, qu'en pensez-vous? Une personne bien agréable, n'est-ce pas? Oh, c'est une des femmes les plus respectables que je connaisse, acquiesça Tchitchikov. On n'oublia ni le président du tribunal, ni le directeur des postes, et l'on passa ainsi en revue presque tous les fonctionnaires, qui tous furent trouvés les plus honnêtes gens du monde. Vous habitez toujours la campagne? S'en quitte à son tour Tchitchikov. La plupart du temps, répondit Manilov. Nous faisons de courts séjours en ville pour y retrouver des gens comme il faut. À vivre entre quatre murs, on finit par s'en croûter. Très vrai, approuva Tchitchikov. Bien entendu, continua Manilov, il en irait autrement si nous avions des voisins, avec qui on puisse entretenir des belles manières et s'adonner à quelque étude permettant, pour ainsi dire, à l'âme de prendre son essor. Il allait continuer sur ce ton, mais s'apercevant qu'il s'embrouillait, il conclut avec un beau geste. Alors, sans doute, la campagne et la solitude auraient bien de l'agrément. Mais, faute de société, il ne reste qu'à feuilleter de temps en temps le fils de la patrie. Tchitchikov approuva. Mener une vie retirée, contempler la nature, lire quelques bons livres, quoi de plus agréable. Cependant, insinua Manilov, tout cela sans amis pour s'épancher. Ah, comme vous avez raison, interrompit Tchitchikov. Qu'importent alors les trésors? Plutôt qu'argent entassé, mieux vaut amis possédés, a dit un sage. Et savez-vous, Pavel Ivanovitch, dit Manilov en exagérant l'expression doucereuse de son visage, comme un médecin mondain édulcore à l'excès un médicament, s'imaginant le rendre agréable au malade. On éprouve alors, pour ainsi dire, une jouissance spirituelle. Comme en ce moment, par exemple, où le sort me réserve le bonheur unique de m'entretenir avec vous et de jouir de votre agréable conversation. De grâce, en quoi ma conversation peut-elle être agréable? Je suis par trop insignifiant, objecta Tchitchikov. Oh, Pavel Ivanovitch, permettez-moi d'être franc. Je donnerais de grand cœur la moitié de ma fortune pour posséder une partie de vos mérites. C'est moi qui tiendrais, au contraire, pour le plus grand. Je ne sais jusqu'où seraient allées ces mutuelles effusions si un domestique n'avait annoncé que le dîner était servi. S'il vous plaît, dit Manilov, vous voudrez bien nous excuser? Vous ne trouverez pas ici le luxe du grand monde, la chair exquise des capitales. Notre table est simple, le bon vieux pot-au-feu russe, mais offert de grand cœur. S'il vous plaît. Et je vais m'arrêter là pour le moment. On se marque une courte pause. Ok, ça commence à me plaire. Ça commence à me plaire parce que je sens qu'il s'installe une ambiance, je sens qu'il s'installe quelque chose. On sent que Tchitchikov a quelque chose derrière la tête. Je vais pas aussi trop en dire parce qu'encore une fois, je me suis un petit peu spoilé, on va dire, sur le sujet, sur le thème principal de l'œuvre. Mais on sent que petit à petit, Tchitchikov, le personnage principal, a quelque chose en tête et qu'il est en train de préparer quelque chose, qu'il est en train d'arriver comme ça dans l'inconnu. De toute manière, c'est un peu la base du monomythe, j'ai envie de dire. C'est un personnage qui plonge dans un monde inconnu et voilà quoi, qui le découvre. Et découvrir ce monde avec, en tant que lecteur avec les personnages, c'est toujours un plaisir. Donc là, je trouve que il y a quelque chose, on sent quelque chose du côté de Tchitchikov. On sent qu'il n'est pas là par hasard, on sent qu'il a des raisons. Donc ça commence à être très intéressant. Les personnages sont ultra sympathiques, je trouve. Manilov, là, je le trouve super sympathique. Et en même temps, la manière qu'a l'auteur de les présenter, c'est assez drôle. C'est assez drôle. Et d'ailleurs, je trouve ça très intéressant. Et à la fois, c'est pas si original, mais je sais pas, il a une manière de le faire assez intéressante, Nicolas Gogol. La manière qu'il a de narrer certains passages. Je trouve ça hyper intéressant. Il se permet des réflexions sur la société russe qui, encore une fois, je me suis renseigné sur Internet vite fait, qui vraisemblablement lui ont valu
pas mal de soucis de censure, de choses comme ça. Euh, et d'ailleurs, vous avez peut-être tiqué au début de l'œuvre quand je vous ai dit que le titre était Les aventures de Tchitchikov, qui est donc un surtitre, ou Les âmes mortes étant le titre. Et ensuite, en sous-titre, on a Poème. Et justement, j'ai vu qu'apparemment, il se posait la question de est-ce qu'il prenait vraiment ça pour de la poésie, ce qui est tout à fait possible, parce qu'apparemment, il était admirateur de Pouchkine et ainsi de suite, qu'il considère comme des poètes et ainsi de suite, bref. Ou, au contraire, Enfin, au contraire, une autre version était que il aurait mis Poème pour essayer de mieux faire passer son texte et bien préciser au lecteur que c'était une fiction et du coup essayer de s'attirer moins d'ennui en fait, moins de soucis et dire non non c'est une fiction, moi je dis rien de mal. Mais c'est vrai que sa manière de faire des réflexions sur la société russe en dézoomant un petit peu une fois de temps en temps est grave intéressante et notamment oui je dis sur la société parce que il donne surtout des avis sur les relations entre les gens de la société, en fait. Ce que je trouve ultra intéressant. Et sa manière de faire, encore une fois, de narrer les choses en s'adressant au lecteur. Les adresses au lecteur, je trouve ça toujours hyper intéressant, mais là, sa manière de faire, je la trouve assez particulière. Euh, de faire comme si les personnages n'étaient que des personnages. Comment dire? Comme si les personnages avaient leur propre vie, leur propre destin, et que lui, il n'en était que le commentateur. J'ai bien apprécié certaines tournures de phrases où il va commencer à dire des trucs du style vous allez voir plus tard, donc au lecteur. Donc sous-entendu, il sait très bien ce qui va se passer dans le futur et ça va être une découverte intéressante et ainsi de suite. Il essaie de vendre un petit peu sa suite, quoi. Quand, à contrario, parfois, il va dire oh là là, j'espère que ça va bien se passer pour mon personnage, parce que quand on a cette personnalité, ça se passe pas toujours bien, donc j'espère qu'il va pas se laisser écraser, machin, machin. Enfin, très marrant en fait, c'est assez ludique, quelque part, de voir que la narration se joue de ça, et se joue de les informations qu'il connaît, les informations qu'il ne connaît soi-disant pas, euh, pour essayer de passer peut-être des petites réflexions, peut-être des petits tacles, peut-être des petits messages. Donc c'est assez intéressant, j'aime bien. J'aime assez bien la manière dont c'est fait. Du coup, je relis le commentaire du secrétaire tout à l'heure. Chez Gogol, l'absurde est de mise. C'est ainsi que dans le nez, le personnage éponyme se promène dans Saint-Pétersbourg en ami en général sans que cela ne choque personne, excepté son possesseur. En ami de général, ok, ok. Ok. Ce n'est donc pas étonnant que l'extraordinaire soit traité comme de banales choses. Très bien. Là, nous allons advenir à un passage d'anthologie. Ah bon? Ok. Je sais pas si tu me donnes envie ou si tu me fais peur, secrétaire, en fait. Mais, euh, mais non, franchement, je trouve ça assez sympathique. Et la manière de parler un peu de n'importe quelle personne, j'ai l'impression, me fait assez rire. Parce que, en soi, Manilov et sa femme, dans les dialogues, ont l'air vraiment sympathiques, je trouve. Et pourtant, quand même, dans la narration, il y a des petits tacles qui sont passés de ci, de là, quoi. Gogol était effectivement l'élève de Pouchkine, c'est d'ailleurs ce dernier qui lui suggéra l'idée de sa pièce, Le Réviseur. Politiquement, Gogol a été régulièrement mal compris, Gogol étant pour le servage. Ok, ok, très bien. Punaise, t'as l'air d'en savoir beaucoup. J'ai lu vite fait deux trois trucs, mais ouais. Bref, je sais pas si j'ai envie de fouiller. C'est une question que je me suis déjà posée aussi de est-ce que vraiment, avant d'entamer une œuvre, je fouille énormément pour vous restituer un peu d'infos. Mais je pense que j'aime bien la manière dont j'opère depuis des années déjà. C'est-à-dire que oui, je grappille deux trois infos très générales sur l'œuvre, sur l'auteur. Comme ça, j'essaie de vous resituer un petit peu le siècle, l'origine, ces choses comme ça. Et puis s'il y a une ou deux histoires marrantes sur la publication du texte, ou voilà. Mais c'est vrai que après, en fait, j'aime la découverte. Donc
parfois, je dirais que ça doit représenter un tiers des lectures que j'ai fait en votre compagnie. Il y a un tiers des lectures que j'ai dû faire avec vous, que j'avais déjà fait seul et que j'ai redécouvert avec vous, on va dire. Et puis deux tiers que j'ai complètement découvert avec vous. Et après, il y a un niveau de découverte, on va dire. Par exemple, il y a des œuvres qui sont tellement connues dans le, dans l'inconscient collectif que voilà, j'en sais les lignes, j'en sais les grandes lignes, voire les détails. Par contre, Les âmes mortes, pour le coup, c'est vraiment une œuvre dont je ne sais rien ou quasiment rien à part les infos que j'ai grappillées pour faire ce live. Donc franchement, j'aime vraiment bien me mettre dans ces phases-là de découverte et essayer de diversifier et tout. Parfois, ça donne des expériences un peu pénibles, un peu difficiles. Je vous avoue que parfois, je m'en mords un peu les doigts parce que c'est pas toujours des lectures agréables. Ça arrive rarement, hein. Et puis, ça n'arrive pas qu'en lecture. Là, je vous parle de lecture, mais c'est vrai que ça arrive globalement dans la vie, j'ai envie de dire. Il y a des expériences qui parfois, voilà, a posteriori, on se dit bon, en fait, j'aurais pu faire autre chose, quoi. Mais globalement, j'aime bien tenter des choses. J'aime bien tenter des choses. J'aime bien donner la chance au produit. Et j'adore l'expression qui dit il faut tester avant de détester. Donc voilà, j'aime bien tester. Comme ça, au moins, je peux me faire mon propre avis. Et si je déteste pour des bonnes raisons. Enfin, pour des bonnes raisons. Je déteste en connaissance de cause. Bien, on va se relancer parce que, encore une fois, avec les problèmes techniques de début de live, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps. Donc, on va se relancer sans plus attendre. Je te souhaite encore une bonne écoute, secrétaire. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. Et avec le froid, je sens que j'ai les lèvres super sèches et j'ai l'impression que je vais saigner des lèvres. J'espère que ça n'arrivera pas. Je vais essayer de vous épargner ce spectacle en live. Mais je vais vous avouer que ça ne rend pas la lecture forcément très aisée pour moi. Bien, du coup, je m'étais arrêté sur une découpe naturelle. Je reprends sur cette découpe naturelle. C'est toujours le chapitre 2. Et la prochaine fois qu'on se retrouve, c'est pour l'outro du live. À tout à l'heure. Chapitre 2, suite et fin. Une nouvelle discussion s'éleva. Qui devait entrer le premier dans la salle à manger? De guerre lasse, Tchitchikov y pénétra de biais. Deux petits garçons s'y trouvaient déjà, les fils de Manilov, arrivés à l'âge où les enfants sont admis à table, mais sur des chaises hautes. Un précepteur leur était attaché, qui salua poliment en esquissant un sourire. La maîtresse de maison s'installa devant la soupière et plaça Tchitchikov entre elle et son mari, tandis qu'un domestique nouait leur serviette au marmot. Ah, les jolis mignons, dit Tchitchikov en les examinant. Quel âge ont-ils? L'aîné marche sur 8 ans, le cadet en a eu 6 hier, répondit madame Manilov. Thémistoclus, dit Manilov en s'adressant à l'aîné, qui tâchait de dégager son menton pris dans sa serviette. Au prononcé de ce nom grec auquel on ne sait pourquoi Manilov donnait une terminaison en us, Tchitchikov dressa légèrement le sourcil, mais s'efforça aussitôt de reprendre sa physionomie habituelle. Thémistoclus, quelle est la capitale de la France? Le précepteur concentra son attention sur Thémistoclus. Il semblait prêt à l'avaler, mais se calma complètement et approuva même de la tête en l'entendant répondre Paris. Et la principale ville de Russie? Interrogea encore Manilov. De nouveau, le précepteur reprit son air anxieux. Pétersbourg, répondit Thémistoclus. Et la seconde? Moscou. Bravo, mon petit ami, s'écria Tchitchikov. Mais dites-moi, continua-t-il en s'adressant, avec un air de grande admiration, à Manilov, savez-vous que cet enfant a beaucoup de moyens? Oh, vous ne le connaissez pas encore, dit Manilov. Il est malin comme quatre. Le cadet, Alcide, a l'esprit plus lent, mais dès que celui-ci aperçoit le moindre scarabée, il roule des yeux, court après, l'examine. Je le destine à la carrière diplomatique. Thémistoclus, veux-tu être ambassadeur? Je veux bien,
répondit Thémistoclus, en mâchant son pain et en balançant la tête de droite et de gauche. À ce moment, le domestique planté derrière sa chaise moucha fort à propos monsieur l'ambassadeur, prêt à laisser choir une large goutte en son assiette. Pendant le dîner, la conversation roula sur les plaisirs de la vie retirée. Madame Maniloff se permit subitement quelques remarques sur le théâtre municipal et sa troupe. Le précepteur observait les interlocuteurs, et dès qu'il les voyait prêts à sourire, il ouvrait la bouche et partait d'un franc rire. Sans doute, le brave garçon croyait ainsi reconnaître les égards que Maniloff lui témoignait. Une fois, cependant, il prit une mine rébarbative et frappa sur la table quelques coups secs, les yeux fixés sur ses élèves assis en face de lui. Attitude fort justifiée. Thémistoclus ayant mordu Alcide à l'oreille, celui-ci, yeux clos, bouche ouverte, allait jeter les hauts cris. Mais, en comprenant que ces piailleries pourraient bien lui valoir la privation d'un plat, il ramena sa bouche à sa position normale et se reprit, les joues luisantes de graisse, à ronger, en pleurnichant, une côtelette de mouton. À tout instant, la maîtresse de maison tourmentait Tchitchikov. « Vous ne mangez pas, vous n'avez rien pris. » Et chaque fois, Tchitchikov répondait « Je vous remercie, je n'ai plus faim. Un agréable entretien rassasie mieux que le meilleur des mets. » Au lever de table, Maniloff, au comble de la satisfaction, posa sa main sur le dos de son convive et voulait l'entraîner au salon, quand soudain celui-ci déclara d'un ton grave qu'il désirait l'entretenir d'une affaire urgente. « Dans ce cas, daignez passer dans mon bureau, dit Maniloff, en le menant dans une petite pièce qui donnait sur la Pinède au ton bleuissant. C'est mon coin de prédilection, fit-il. Il est charmant, dit Tchitchikov après l'avoir inspecté. La pièce n'était pas en effet sans agrément. Des murs d'un bleu pâle tirant sur le gris, 4 chaises, un fauteuil, une table sur laquelle reposait le livre à signer dont nous avons fait mention, quelques feuilles de papier usagées et surtout beaucoup de tabac. Tabac en paquet, tabac en blague, tabac en tas sur la table. Sur le bord des fenêtres s'élevaient des monticules de cendres, résidus de pipes alignées avec art. On voyait que le maître prenait parfois plaisir à ce passe-temps. « Installez-vous, je vous prie, dans ce fauteuil, dit Maniloff. Vous y serez plus à l'aise. Si vous le voulez bien, je prendrai une chaise. Permettez-moi de ne pas vous le permettre, dit Maniloff en souriant. C'est le fauteuil des invités. Bon gré mal gré, il faut vous y asseoir. Tchitchikov obéit. Permettez-moi de vous offrir une pipe. Non, je ne fume pas, répondit Tchitchikov d'un ton de regret. Pourquoi donc dit Maniloff sur le même ton. J'ai évité de prendre cette habitude. On prétend que la pipe dessèche la poitrine. C'est un préjugé, permettez-moi de vous l'assurer. À mon sens, mieux vaut fumer que priser. Nous avions au régiment un lieutenant, garçon charmant et fort instruit, toujours la pipe à la bouche, à table, et même autre part, sauf votre respect. Il a maintenant passé la quarantaine, et Dieu merci, il se porte le mieux du monde. Tchitchikov n'en disconvint pas. À l'en croire, il y avait dans la nature bien des choses que les plus grands esprits ne sauraient expliquer. Mais permettez-moi de vous demander, continua-t-il d'une voix où perçait une note bizarre. Il jeta sans raison apparente un regard derrière lui et, sans trop savoir pourquoi, Maniloff en fit autant. Y a-t-il longtemps que vous avez remis votre feuille de recensement? Fort longtemps, je crois. Mais à vrai dire, je ne me souviens pas. Et depuis lors, vous avez perdu beaucoup de paysans? Ma foi, je n'en sais trop rien. C'est l'affaire de mon intendant. Oh là, quelqu'un! Appelez-moi l'intendant! Oh là, quelqu'un! Appelez-moi l'intendant! Il devait venir aujourd'hui. L'intendant, gaillard d'une quarantaine d'années, se présenta. Ce manant dégrossi qui se rasait et portait surtout devait mener une vie fort tranquille. Sa trogne bouffie, sa peau jaunâtre, ses petits yeux, témoignaient qu'il connaissait trop bien édredons et lits de plumes. On devinait aussi qu'il avait fourni la carrière de tous les intendants. D'abord simple groom, il avait appris ses lettres, épousé une fille de confiance de madame, était devenu majordome, puis intendant. Et promu à cette fonction, il avait bien entendu agi comme tous ses confrères. Compère et ami des gros bonnets du village, il chargeait de corvée les pauvres diables. Levé à 9 heures, il attendait le samovar et prenait le thé sans se presser. « Dis-moi, mon brave, combien avons-nous perdu de paysans depuis le dernier recensement ?»« Combien? Mais il en est mort beaucoup, » dit l'intendant en comprimant de la main un hoquet. « C'est bien ce que je pensais, » confirma Maniloff. « Il en est mort beaucoup. »« Oui, oui, beaucoup, » ajouta-t-il en se tournant vers Tchitchikov. « Mais encore, combien ?» s'informa celui-ci.
Oui, combien? Répéta Manilov. Combien? Comment savoir? Personne ne les a comptés. Justement, dit Manilov en se retournant vers Tchitchikov. C'est ce que je supposais. Les morts sont trop nombreux. On n'en connaît pas le nombre. Eh bien, l'ami, fit Tchitchikov en s'adressant à l'intendant, faites-moi le plaisir de les compter et d'en dresser un état nominatif. C'est cela, nominatif, confirma Manilov. À vos ordres, fit l'intendant en se retirant. Et que voulez-vous faire de cet état s'enquit alors Manilov. Cette question parut embarrasser le visiteur. Il rougit et sembla faire effort pour chercher ses mots. De fait, il était réservé à Manilov d'entendre des choses extraordinaires, comme jamais encore oreille humaine n'en avait ouï. Vous désirez savoir ce que j'en veux faire? Voici. Je désire acheter des paysans, prononça enfin Tchitchikov qui s'arrêta net. Permettez-moi de vous demander, dit Manilov, comment vous désirez les acheter? Avec ou sans la terre? Non, il ne s'agit pas précisément des paysans. Non, il ne s'agit pas précisément de paysans, répondit Tchitchikov. Je voudrais avoir des morts. Comment? Excusez, je suis un peu dur d'oreille, j'ai cru entendre un mot étrange. J'ai l'intention d'acheter des morts, qui figurent comme vivants sur les listes de recensement. Manilov, laissant tomber son chibouk, resta quelques minutes bouche bée. Les deux amis, qui venaient de si bien raisonner sur les charmes de l'amitié, demeurèrent immobiles, les yeux dans les yeux, comme ces portraits qui se faisaient autrefois pendant aux deux côtés d'un trumeau. Enfin, Manilov ramassa sa pipe et regarda en dessous Tchitchikov, tâchant de percevoir un sourire sur les lèvres de son hôte, qui sans doute voulait plaisanter. Il fut surpris de le trouver plus grave que jamais. Manilov se demanda alors si l'autre n'avait pas soudain perdu l'esprit, et le considéra avec épouvante. Il ne découvrit point dans ses yeux limpides la lueur inquiète, extravagante qui erre dans les yeux des déments. Il eut beau se creuser la tête pour savoir quelle conduite tenir, il ne sut que rejeter en une mince volute la fumée demeurée dans son gosier. Ainsi donc, je désirerais savoir si vous pouvez céder, vendre, faire passer en ma possession de telle manière que vous jugerez bon, ces morts de fait, bien qu'ils vivent encore légalement. Déconcerté, ahuri, Manilov le regarda sans mot dire. Vous paraissez embarrassé, insinua Tchitchikov. Moi? Non, pas précisément, balbutia enfin Manilov. Mais je n'arrive pas à comprendre. Excusez, je n'ai, bien entendu, pas reçu une aussi brillante éducation que celle que trahit, pour ainsi dire, chacun de vos gestes. Je ne possède pas le grand art de la parole. Peut-être votre phrase contient-elle un sens caché? Peut-être vous êtes-vous exprimé ainsi pour la beauté du style? Non, non, insista Tchitchikov. Je ne parle pas au figuré. Il s'agit bien d'âmes mortes. Manilov perdit définitivement contenance. Il sentait qu'il devait faire quelque chose, poser une question, mais laquelle? Le diable seul le savait. Il laissa échapper un nouveau jet de fumée, par les narines cette fois. Ainsi, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous pouvons, avec l'aide de Dieu, procéder à la rédaction de l'acte de vente, dit Tchitchikov. Un acte de vente? Pour des âmes mortes? Non pas, reprit Tchitchikov. Nous les mentionnerons comme vivantes, ainsi qu'elles figurent dans la feuille de recensement. Je me conforme toujours aux lois. Cela m'a valu bien des désagréments. Mais excusez, le devoir est pour moi chose sacrée, et je m'incline devant la loi. Ces derniers mots plurent à Manilov, qui cependant n'arrivait toujours pas à comprendre le fond de l'affaire. En guise de réponse, il tira de si violentes bouffées que son chibouk se mit à souffler comme un basson. Il semblait vouloir en extraire une opinion sur cette conjoncture inouïe, mais le chibouk ne savait que siffler. Auriez-vous une arrière-pensée? Oh, pas le moins du monde. Je ne nourris aucune méfiance à votre égard. Permettez-moi cependant une question. Pardon, je pense que je me trompe de perso. Auriez-vous une arrière-pensée? Oh, pas le moins du monde. Je ne nourris aucune méfiance à votre égard. Permettez-moi cependant une question. Cette affaire, ou plutôt cette négociation, oui, je dis bien, cette négociation ne serait-elle pas contraire aux institutions et aux vues subséquentes de la Russie? Ici Manilov, levant légèrement la tête, posa sur Tchitchikov un regard éloquent et donna à tous ses traits,
à ses lèvres contractées, une expression si profonde que jamais peut-être on n'en vit de semblable, sauf sur le visage d'un grand homme d'État aux prises avec une question épineuse. Mais Tchitchikov répondit avec simplicité que semblable affaire ou négociation ne saurait être contraire aux institutions ni aux vues subséquentes de la Russie. Au bout d'une minute, il ajouta que le fisc ne ferait qu'y gagner, puisqu'il toucherait les droits d'enregistrement. Vous croyez ? J'en suis sûr. Dans ce cas, je n'ai rien à objecter, déclara Manilov, tout à fait tranquillisé. Il ne nous reste plus qu'à nous entendre au sujet du prix. Du prix ? S'exclama Manilov, et après une pause. Croyez-vous donc que je demande de l'argent pour des âmes qui ont en une certaine mesure terminé leur existence ? Puisque, révérence parlée, cette fantaisie vous est venue, je vous les cède gratis et prends à mon compte les frais d'acte. L'historien de ces événements encourrait un grave reproche s'il omettait de noter le plaisir que ces paroles causèrent aux voyageurs. Si grave et posé qu'il fût, il faillit se livrer à une cabriole, signe, on le sait, du plus vif enthousiasme. En se trémoussant violemment sur son fauteuil, il fit une belle déchirure à l'étoffe de laine qui recouvrait le dossier. La gratitude lui inspira un tel flot de remerciements que Manilov, qui l'avait d'abord considéré avec une certaine inquiétude, se troubla, rougit, hocha la tête, expliqua enfin que c'était pure bagatelle et qu'il voudrait pouvoir lui donner une preuve plus efficace de sa sympathie. Il parla du magnétisme des âmes, de l'entraînement du cœur. Quant aux âmes en une certaine mesure défuntes, elles valaient en fait moins que rien. Bien au contraire, dit Tchitchikov en lui serrant la main. Un profond soupir lui échappa. Il semblait disposé aux confidences, car au bout d'un moment, il proféra d'un ton pénétré. Si vous saviez quel service vous venez de rendre à un pauvre être sans foyer, seul au monde. Que n'ai-je enduré dans ma vie? Frêle esquif, ballotté sur des flots en courroux. J'ai connu toutes les amertumes, vexations, persécutions. Et cela pour avoir aimé la justice, pratiqué l'honnêteté, tendu la main à la veuve, donné asile à l'orphelin. Ici, Pavel Ivanovitch essuya un pleur. Les deux amis restèrent longtemps la main dans la main, les yeux dans les yeux. Des larmes perlaient à leurs paupières. Manilov, dont l'émotion atteignait le paroxysme, ne lâchait plus la main de notre héros, qui réussit enfin à se dégager en douceur. Le contrat, déclara Tchitchikov, devrait être passé au plus tôt, et pour cela Manilov ferait bien de venir au chef-lieu en personne. Sur ce, il prit son chapeau et voulut prendre congé. « Comment ? Vous partez déjà » s'écria presque effrayé Manilov comme s'il sortait d'un songe. À ce moment, son épouse entra. « Figure-toi, Lise, fit-il d'un air consterné, Pavel Ivanovitch nous quitte. »« C'est qu'il s'ennuie chez nous, » répondit madame Manilov. « Madame, » s'exclama Tchitchikov en posant la main sur son cœur, « c'est là, oui, c'est là que restera gravé le souvenir des agréables minutes passées chez vous. Je ne saurais concevoir plus parfaite félicité que de vivre avec vous, sinon sous le même toit, du moins dans le voisinage le plus proche. » En vérité, Pavel Ivanovitch, dit Manilov, aussitôt séduit par cette idée, comme il ferait bon vivre ensemble sous le même toit, ou philosopher à l'ombre d'un ormeau. Oh, ce serait le paradis, confirma dans un soupir Tchitchikov. Adieu, madame, continua-t-il en baisant la main de son hôtesse. Adieu, mon respectable ami. N'oubliez pas ma prière. Soyez tranquille, répondit Manilov. Nous nous reverrons dans 2 jours. On passa dans la salle à manger. Au revoir, mes petits amis, dit Tchitchikov en apercevant Alcide et Thémistoclus occupés à jouer avec un hussard en bois qui avait déjà perdu bras et nez. Au revoir, mes mignons. Si je ne vous ai rien apporté, c'est, voyez-vous, que j'ignorais votre existence. Excusez-moi. La prochaine fois, je me rattraperai. Toi, tu auras un sabre. Veux-tu un sabre? Oui, oui, répondit Thémistoclus. Et toi, un tambour. C'est entendu, n'est-ce pas? Un tambour, poursuivit-il en se penchant vers Alcide. Tambour, murmura Alcide en baissant la tête. Parfait. Je t'apporterai un tambour. Et quel tambour? Tratatata, ramplan-plan. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Il l'embrassa au front et adressa à Manilov et à son épouse le petit rire qui atteste aux parents l'innocence de leurs enfants. Vous feriez mieux de rester, Pavel Ivanovitch, supplia Manilov quand ils furent sur le perron. Voyez quel nuage. Ce n'est rien.
Mais au moins, connaissez-vous le chemin pour vous rendre chez Sobakevitch? J'allais vous le demander. Permettez que je l'indique à votre cocher. Toujours aimable, Manilov expliqua au cocher, à qui dans son zèle il donna même du vous, qu'il fallait brûler 2 chemins de traverse et s'engager dans un troisième. Compris, votre seigneurie, fit le cocher, et Tchitchikov partit, tandis que ses hôtes se soulevaient sur la pointe des pieds, agitaient leurs mouchoirs et prodiguaient les salutations. Manilov suivit des yeux la britchka qui s'éloignait, et quand elle eut disparu, demeura longtemps à fumer sur le perron. Il rentra enfin, s'assit sur une chaise, et savoura la satisfaction d'avoir rendu un léger service à son invité. Puis, ses pensées passèrent insensiblement à d'autres sujets, pour s'égarer enfin Dieu sait où. Dieu sait où. Il évoqua d'abord les charmes de l'amitié, le bonheur de la vie en commun sur le bord d'un fleuve. Aussitôt, il jeta un pont sur ce cours d'eau, et leva sur la rive une maison à haut belvédère, d'où la vue s'étendait jusqu'à Moscou, et sur lequel on prendrait le thé le soir, en échangeant d'agréables propos. Il se vit en compagnie de Tchitchikov, arrivant en bel arroi dans une société où leurs bonnes manières enchantaient l'assemblée. Il rêva que la plus haute autorité du pays, mise au courant de leur rare amitié, les nommait généraux. Mais l'étrange demande de Tchitchikov vint soudain interrompre le cours de ses divagations. Il ne pouvait se faire à cette idée. Plus il la roulait dans sa tête, moins il la comprenait. Et jusqu'au souper, il la rumina, tout en fumant sa pipe. Et c'est la fin du chapitre 2, les amis. Ce sera donc également la fin du live de ce soir. Nous passons à l'outro. Ok, on commence à entrer dans l'histoire en tant que telle, dans les parties plus intéressantes, je dirais. Et ça commence à bien me botter. Ça commence à bien me botter. Je trouve on ressent justement le côté un peu comique, un peu absurde dont on parlait plus tôt, euh, dans le ton de narration, dans le personnage de Tchitchikov, dans sa manière de s'adresser à Manilov et ainsi de suite. Je sais pas, il y a un peu un côté tout semble faux. Tout semble faux. Comme s'il y avait une certaine hypocrisie, mais une hypocrisie un peu moqueuse et rigolote du coup, je sais pas comment dire. Il y a quelque chose d'assez marrant. Il y a quelque chose d'assez marrant. Je trouve les personnages intéressants. Et on sent que Tchitchikov, il est en train de faire son petit bonhomme de chemin, il est en train de mettre en place quelque chose d'a priori inouï, d'a priori incompréhensible pour la plupart des gens. Et du coup, j'ai hâte de voir son plan arriver à ses fins et de voir un peu comment ça va se passer. On va avoir, j'imagine, une scène assez similaire avec Sobakevitch. Comment c'était? Sobakevitch, c'est ça. Donc on va avoir, je pense, une scène assez similaire, certainement, dans le chapitre 3, je pense. Euh, et c'est marrant parce que j'ai l'impression vraiment que... Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que, limite, Tchitchikov, là, il a stressé un petit coup au moment où il a fait sa demande. Sinon, après, il est complètement détendu. Et je pense qu'il est tellement faux dans sa manière de parler à Manilov, à sa femme, à leurs enfants. Je sais pas, je sens pas son. Je le ressens pas sincère. Genre, je pense qu'il est sincèrement content d'avoir réussi à mener à ses fins son plan en achetant des âmes mortes à Manilov. Par contre, et qu'il leur est vraiment reconnaissant, entre guillemets. Enfin, en tout cas, ça leur fait plaisir, ça lui fait plaisir qu'ils aient accepté. Mais est-ce que vraiment il en a quelque chose à faire d'eux? Je pense pas. Je pense pas du tout. Ça sera un petit twist qu'on découvrira certainement au fur et à mesure de l'histoire. Est-ce qu'il se joue de tout le monde? Est-ce que il a quand même une sorte de sens moral, une sorte de moralité, une sorte de redevabilité? On verra, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est un petit peu un filou. Un petit peu un filou. Je trouve ça.
Grave intéressant comment c'est écrit encore une fois. Bref, je vais pas faire plus long parce que je commence à plus avoir de voix et j'ai pas envie de m'esquinter les cordes vocales. Donc, pour la suite des âmes mortes, on se retrouve les mardis et les vendredis à 21h pour plusieurs semaines. Si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Cette semaine, il n'y a plus de rendez-vous en live a priori. Peut-être y en aura-t-il un imprévu, mais je ne sais pas vous dire vu que c'est imprévu. Logique. En tout cas, il y aura une veillée dimanche de 21h à minuit sur mon Discord pour ceux qui désireraient discuter, jouer à des jeux de société, tout ça, tout ça. Et puis, à n'en pas douter, la semaine prochaine, il y aura lecture mardi et vendredi sur les âmes mortes. Potentiellement un ou deux lives de gaming sur Little Nightmares 2, qu'on a commencé cette semaine et que j'ai trop kiffé. Donc j'ai grave hâte de me mettre à la suite. Et puis après, il y a des tas d'autres lives qui sont susceptibles d'arriver ou non. J'en ai parlé lors du live gaming, je vais en parler maintenant tant qu'à faire, parce que c'est vrai que beaucoup de gens me suivent plus pour la lecture. Je vais peut-être reprendre des lives d'illustration comme j'en ai fait à une époque. Je vais peut-être en faire et en refaire. Et à ce moment-là, ça serait une exclusivité Twitch, je pense. Puisque je risque certainement d'écouter de la musique pendant que je fais ces illustrations. Et que du coup pour les droits d'auteur ça va être chaud de le poster sur YouTube. Donc ça sera peut-être du contenu exclusivement Twitch. Sachant que sur Twitch aussi, il y a les droits d'auteur sur la musique de toute manière. Mais c'est un peu plus facile à gérer, on va dire. Mais sachant que voilà, il y a aussi la possibilité que les lives aient lieu sur Twitch, mais que les rediffusions ne soient ni sur YouTube ni sur Twitch. Et à ce moment-là, que ce soit des lives un peu éphémères. Une fois qu'ils sont passés, ils disparaissent dans le néant. Et puis, ils ne resteront que dans nos souvenirs partagés. Mais ouais, c'est un truc que je me tâte à faire en ce moment parce que je me remets à dessiner et que je pense que je vais m'y remettre le plus assidûment possible parce que ça va me servir pour un projet que j'aimerais réaliser cette année tout simplement. Donc voilà, peut-être que vous me verrez bientôt là-dessus ou sur encore d'autres choses. Sur ce, je vous dis merci, secrétaire, OCM63, Lalouche, Grachours, d'être passé sur le live du soir. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée, une excellente nuit, et vous demander une ultime fois pardon pour les problèmes techniques du début de live. Je vais essayer de faire que ça ne se reproduise pas. Et puis, on est bon. À bientôt pour la suite de la lecture. Des bisous, bonne soirée, bonne nuit, et bye bye.